Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 42e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver. Il est 12h10. Ça fait plaisir de temps en temps ces émissions comme ça, en mode pause du midi. Vous vous calez. Il y en a certains, je sais, vous êtes en vacances. Vous la mettez sur le côté comme ça. Certains, vous êtes peut-être en train de taffer. Et puis, il y en a d'autres, je pense, vous êtes peut-être au chômage. Force à vous. On a tous comme ça des périodes dans la vie qui fluctuent. Mais en tout cas, vous le voyez, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je vois déjà des gens dans le chat, ils ont dit le nom de l'émission prend enfin tout son sens. Et c'est réel, car on va aborder aujourd'hui une thématique qui ne l'a jamais été jusque-là dans l'émission, le cyclisme. Et oui, Zach en roue libre, cyclisme, vous comprenez le délire. Le Tour de France vient de se terminer et il nous fait l'honneur de sa présence. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un, et vous étiez très hypé sur les réseaux, donc ça m'a fait encore une fois plaisir. Je suis content, j'annonce un invité, vous avez hâte de le voir, donc c'est toujours un grand plaisir de voir vos réactions, car aujourd'hui, j'accueille monsieur Valentin Madoise. Valentin, comment vas-tu ? Ça va bien. Après 3 semaines de vélo, ça va. La forme ? Ouais, un peu de fatigue forcément, mais ça va. Tu sais que je suis assez content et je pense qu'on en a parlé un petit peu avant, t'as vu les réactions des gens et tout ça, t'es le premier cycliste qui me fait l'honneur de sa présence. Bah déjà, merci. Avec plaisir, franchement, c'est clair, je regarde un peu ton émission de temps en temps et c'est vrai que ça fait plaisir d'être le premier cycliste. On va essayer de parler et je pense que tu as peut-être des nouvelles questions que tu connaissais pas trop. Des nouvelles questions que je connaissais pas trop, des thèmes qu'on va aborder. Ouais, je vais te le dire, moi je suis le cyclisme. Pas de manière, je vais pas m'inventer une vie, pas de manière hyper poussée. Je regarde quelques-unes des grosses courses, le Tour chaque année. Et donc du coup, c'est vrai que c'était une thématique qui, pour l'instant, on va dire, c'est une corde qui me manquait un peu à mon arc, tu vois. Ouais. Quelques jours après, à la fin du Tour de France, ça va les jambes ? Ça va. Forcément un peu mal, mais c'est surtout le mental parce que quand on est parti sur le Tour de France, on peut continuer. Ce que je dis, tant que la tête, elle suit, tu peux continuer 3, 4, 5 semaines si tu veux parce que t'es au coup. Enfin, tu sais que la fin elle se termine à un point donné. Et là, c'est vrai que quand le corps lâche complètement, c'est un peu plus de fatigue, mais ça va. La fin de saison n'est pas encore terminée, il y a encore plein de courses après, donc il faut aussi rester focus. Tu reprends quand l'entraînement en général après un grand tour ? Bah, ça dépend de la course de reprise. Tu vois, moi, mon programme va être un petit peu décalé. Je risque de reprendre à la Polynormande dans 3 semaines. Donc là, je vais faire 4-5 jours un petit peu plus off pour vraiment bien régénérer le Tour de France et voilà, vous repartir directement. Mais il y a des coureurs, ils courent déjà samedi. Donc eux, il n'y a que 2 jours de pause et c'est reparti. Tu as parlé de l'aspect mental. Je vais essayer peut-être de faire un parallèle, même si c'est évidemment pas la même chose. Tu vois, moi, j'ai déjà couru des marathons. Ouais. Et quand je termine un marathon, pendant 2-3 jours, j'ai les émotions, ils sont totalement à l'envers parce que tu sais, c'est une grosse décharge mentale, etc. C'est un peu ce que tu vis toi aussi ou pas ? C'est exactement pareil, tu vois, tu remémores la course, des fois tu es là, tu as des moments, tu te dis putain, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci, et tu es toujours un peu dedans et après voilà, tu as aussi la fierté d'avoir terminé un grand tour, même si forcément niveau résultat, l'équipe et moi on aurait voulu un petit peu mieux, mais tu restes et tu as envie de rebondir sur la suite. Donc ouais, tu as des émotions qui sont vers le haut et vers le bas en même temps. Je capte. Bah franchement, archi intéressant. J'avais prévu une question. Qu'est-ce qu'on fait en général après un grand tour ? Tu viens de le dire, je pense là c'est 4-5 jours un peu off. Tu vas rentrer chez toi ? Ouais, là je rentre chez moi tout à l'heure, un peu de repos, voir ma famille aussi, parce que la prépa t'as le tour, mais t'as la prépa du tour, donc ça fait quasiment 3 mois que je suis pas rentré chez moi, ou que voilà 2 ou 3 jours par-ci ou 2 ou 3 jours par-là. Donc là j'aurais besoin un peu de me poser, voir les gens que j'aime autour de moi, et ensuite on repartira sur la suite de la saison. Magnifique, la saison n'est pas terminée. On va discuter de tout ça, les amis. J'ai préparé un petit édito, j'ai essayé de passer du temps dessus. On va commencer par le classique. Valentin, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ok, je m'appelle Valentin Madoise. Du coup, j'ai 29 ans depuis quelques jours. Je suis pendant le Tour de France, justement. Moi, je suis né à Brest, un Breton, et j'ai toujours vécu là-bas. D'abord avec ma famille, puis là maintenant j'ai ma petite maison à côté de l'aéroport. Trop cool. Et j'ai fait un bac S normal et après je suis passé en école d'ingénieur que j'ai fait sur plusieurs années. Magnifique. Du coup c'est une école à l'ISEN à Brest avec prépa intégrée pour commencer. Et ensuite, le cycle prépa habituel. Donc, j'ai fait les 3 premières années en mode normal, vélo plus études. C'était un peu plus chaud avec la prépa et tout, mais j'ai réussi à passer. Bon, je passais limite, mais ça passait à chaque fois. Quand on sait que la prépa c'est dur alors que tu dédies 100% de ton temps, mais en faisant du vélo à côté, ça devait être particulier quand même. Ouais, c'était super chaud. Après, voilà, j'avais ma famille qui m'aidait beaucoup. J'ai habité toujours chez eux parce que ce soit pour l'organisation, franchement, la nourriture, rien que ça, le ménage, j'en sais rien, moi, le linge, tout ça, tu peux pas tout gérer, faire vélo plus entraînement. Et puis eux, ils me motivaient aussi, genre
Des fois, il me disait, vas-y, là, t'as ton devoir ce week-end, tu bosses. Et après, là, il y avait mon père, il m'avait mis mon vélo sur le home trainer à la maison et je partais m'entraîner de 22 à 23 heures, des fois, juste sur 1 heure de vélo pour essayer de garder la condition. Puis ouais, donc j'ai fait mes années amateurs avec très peu de volume d'entraînement, entre guillemets. Okay. Et ça marchait bien. J'ai réussi à avoir mon premier contrat chez les pros. Et puis après, une fois que j'ai eu mon premier contrat, j'avais décidé de signer 1 an après pour pouvoir terminer ma 3e année d'école d'ingé. Et ensuite, j'ai fait les 2 dernières. Je les ai dédoublées en 2 ans, tu vois, pour faire la période off. Nous, c'est de octobre à janvier à peu près, Ouais. où là j'ai été focus école et à partir de janvier je me mettais focus vélo pour faire vraiment 100% de chaque truc en même temps, tu vois. Il y a quand même cette petite fierté d'avoir obtenu le diplôme. Ouais, je suis content. Là surtout je l'ai fait là juste avant ma prépa Tour de France. Il me restait un peu un rapport de stage à valider, que ça faisait 3 ans que j'avais sous la main, que je travaillais un petit peu mais que j'avais vraiment pas le temps, donc là je me suis vraiment focus dessus. J'ai passé ça à l'école là et c'est bon, c'est validé, donc c'est cool. Félicitations. Merci. On m'a dit également dans l'oreillette, je l'ai vu avant l'émission, que tu étais un grand fan du Stade brestois. Ouais, j'aime bien le foot à bloc. Après, voilà, t'es brestois, t'as vécu une belle saison comme ça. Je suis né à Brest, donc j'ai toujours vécu le foot à Brest. Et puis là, t'es en Ligue des Champions l'année dernière, c'était cool. Vous nous envoyez Pierre Lismelou gentiment. Ah, je suis lyonnais, je me permets. T'as raison. Non, c'est un très bon joueur. D'ailleurs, je m'entends très bien avec lui. On a souvent des contacts et cool, il est vraiment, vraiment sympa, je pense. Voilà, s'il vient chez vous, j'espère que ce sera pas gratuit non plus pour Brest. On m'a montré la petite photo là. Ah ouais. Non, ça fait plaisir. Je suis jamais venu à Brest. Elle est comment la ville? La ville de Brest en tant que telle, c'est pas du tout la plus belle ville. Après, ouais, il y a pas un grand charme, mais surtout moi, ce que j'adore là-bas, c'est tous les à côté, la mer. T'as plein de petits villages typiques bretons et les gens sont hyper accueillants. Je pense que, voilà, tu vois, Charlie, il est déjà venu un petit peu à Brest et je pense qu'il t'a dit que des bonnes choses. Oui. Tu t'arrêtes dans un petit bar, il y a toujours des gens qui vont te parler, il n'y a jamais personne qui va t'embrouiller, c'est surtout une bonne ambiance. Et ouais, tu passes du bon temps, t'as plein de choses à voir, plein de choses à faire et moi, je kiffe trop. La qualité de la région. Il m'a mis une petite photo, Hugo. C'est beau, regarde. T'as trouvé une belle photo, Hugo. Moi, Charlie, tu sais, il m'a surtout parlé de quoi? Il m'a parlé des 2 escaliers, là. Ah ouais, les 2 escaliers qui est à côté du stade. Je vois bien. C'est une réalité parce qu'il m'a dit que c'était le monument le plus moche de France. Hein. Exactement. Je crois que ça a été noté comme monument le plus moche de France. Mais il y a des gens qui se prennent en photo devant quand même, donc à croire que ça sert à quelque chose. Il y a un petit palmarès. Et il y a Charlie m'a dit excellente ville Brest, donc ça fait, oui voilà, les fameux escaliers. Bon, exactement. Il y a pas de souci. Cette ville a une histoire et puis il faudrait que j'y aille un jour. J'ai un format les villes de France, tout ça. Je prendrai le temps de m'y arrêter un jour. Dans quel cadre familial t'as évolué? T'as des frères, t'as des sœurs, c'est comment? Ouais, moi j'ai évolué avec un père déjà qui était professionnel en vélo aussi. Donc il a arrêté sa carrière en 2001. Moi je suis né en 96, tu vois, donc j'avais 5 ans. J'ai des petits souvenirs un peu de sa carrière, en tout cas de sa fin de carrière. Et j'ai la chance d'avoir une petite sœur aussi, qui a 1 an de moins que moi. Et j'ai une maman qui est médecin aussi, et voilà, qui m'aide. J'ai un cadre de vie qui est assez sympa, assez cool, avec des bonnes personnes. Et puis après, je suis assez proche de ma famille quand même. On vit tous justement dans le Finistère là-bas, donc cool. On a la chance de pouvoir se voir, on est assez proches. Est-ce que, du coup, avec le papa, tu nous l'as dit, parce que je pose toujours cette question aux sportifs quand je les reçois, qu'est-ce qui les a amenés à leur sport? Bon, je suppose que toi, avec ton papa qui est cycliste professionnel, ça a été assez logique, quoi. Ouais, ça a été logique. Après, lui, il voulait pas que je fasse de vélo trop, et c'était pas du tout son but. Il a dit, c'est un sport trop dur, trop dangereux, il y a les chutes. Puis eux, ils faisaient, à l'époque, il y avait pas de casque, il y avait quand même des sacrées pètes, et du coup, il a dit, non, mon fils fera pas de vélo. Et puis moi, j'ai toujours voulu... C'est ce que je dis des fois. Moi, j'ai appris à faire du vélo avant de marcher presque. J'avais des petits vélos et je passais ma vie en vélo. Je savais à peine marcher que je savais déjà faire du vélo. Donc c'est ça qui était assez drôle. J'ai toujours voulu faire des courses, mais ils m'ont un peu retenu au début. Ils m'ont dit, va faire d'autres sports, la course à pied, la natation, apprends à nager. Je fais un peu de judo aussi. Ok. Un peu, j'aimais bien. Fallait que je me défoule, tu vois. Logique. Et puis après, j'ai toujours... l'été, j'ai été souvent en vacances chez mes grands-parents. Et mon grand-père, il m'amenait tout le temps faire du vélo et on s'amusait comme ça. Et ça a été, moi, normal de pouvoir faire ce sport. Et dès que j'en ai fait à 100%, moi, c'était un peu une libération. Et je me suis mis à bloc dans ce sport, quoi. T'avais toujours cette petite, on va dire, ambition dans un coin de la tête Ouais, pour moi, je voulais en faire mon métier. Enfin, c'était plus une passion. Ça faisait partie de ma vie, quoi.
m'entraîner sur le vélo. Et puis moi, c'est aussi, quand t'es tout seul sur un vélo, j'en sais rien, toi peut-être en course à pied, mais c'est tellement agréable, tu penses à autre chose, enfin, tu penses à ta journée, et là, en vélo, tu passes des heures, et des fois, t'es avec des copains, tu rigoles, et puis des fois, t'as besoin de te sentir seul, et tu te concentres sur toi, et moi, j'adore ce moment-là, ça te permet de te sortir un peu de ta vie de tous les jours, et ouais, c'est vraiment kiffant. C'est à partir de quel moment, à quel âge à peu près que tu as commencé à faire, genre, on va dire, des longues sorties en vélo, tu sais, des trucs de plusieurs heures, comme tu dis? Ah ouais, bah, assez tard, hein, parce que moi, je pense que j'ai commencé. Ouais, au début, je faisais genre 20-30 km avec mon grand-père. Et ouais, à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à aller faire des sorties un peu plus longues. J'avais toujours quelqu'un à côté de moi, bah, souvent mon grand-père d'ailleurs. Et puis après j'ai commencé à mes premières sorties tout seul, je dirais vers 15-16 ans, tu vois. Où là, j'avais 15 circuits à faire parce que ils voulaient pas que ma famille voulait pas que je parte trop loin. Et normal, pour cas où je me perde, tu vois. S'il faut le chercher, on se met dans la boucle, il va être là. Donc des fois, je faisais des tours tout seul. Et puis après, bon, je partais un petit peu plus loin. Et puis ouais, ça s'est fait un peu comme ça. C'était quoi les figures marquantes du cyclisme qui t'ont marqué pendant ta jeunesse? On est à peu près le même âge. Ouais, après, il y en a forcément pas mal. Mais c'est vrai que ouais, moi j'adorais, bah, tu vois, les anciens coéquipiers de mon père, genre du style Christophe Moreau. Mon père était souvent en chambre avec lui, donc du coup je le connaissais, c'était vraiment jeune. Et puis après, ouais, t'as à l'époque forcément Contador, tout ça, c'est des sacrés coureurs dans ma jeunesse. Je regardais ça, bah, le Tour de France forcément depuis que j'étais jeune. Et puis après, bah ouais, t'as eu les époques, bah, Froome, tout ça. Je suis pas forcément un grand fan, mais c'était toujours assez impressionnant de voir l'équipe Sky qui montait l'école à fond. Puis maintenant, on vit la même chose avec UAE, donc c'est pareil. Époque différente, mêmes effets. Exactement. Ça, moi, personnellement, comme toi, je suis arrivé au cyclisme à cette époque-là et t'as cité Contador. Moi, c'était plutôt Andy Schleck. Moi, j'étais team Andy Schleck, personnellement. Ouais, bah, les deux, ils étaient bien. Puis, tu vois, moi, j'ai la chance dans mon équipe. J'ai un coureur qui est luxembourgeois aussi, Kevin Geniet. Des fois, on voit les frères Schleck et à chaque fois, il en parle. C'était leurs idoles. Et puis, ouais, c'était des sacrés coureurs. De grands grimpeurs comme ça, et ils ont eu un sacré palmarès, ouais. Genre vraiment le Tour de France comme beaucoup. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais, tu vois, en vacances l'été au Maroc et tout, tu vois, et vraiment suivre le Tour de France sur TV5 Monde, c'était une ambiance, tu vois. Fallait le vouloir. Hein. Fallait le vouloir, effectivement. Mais c'était vraiment une certaine ambiance et ça m'a laissé des souvenirs assez forts. En 2012, à 16 ans, tu rejoins l'équipe Big 2000. Ouais. Ça se passe comment la formation en cyclisme? Alors bah nous en cyclisme c'est pas du tout comme au foot ou comme d'autres sports, c'est complètement différent. Là nous t'es un peu amené surtout dans les clubs formateurs, c'est vraiment des bénévoles qui sont là, qui t'aident. Donc en fait bah ça va dépendre de chaque club. Nous en Bretagne et là dans le Finistère on a cette chance, c'est que t'as quasi dans chaque petit village t'as un club de vélo. C'est le truc, tout le monde a son club de vélo comme son club de foot. Ok. Donc t'es là, t'es avec bah ouais des gens de ton âge ou même souvent des gens plus âgés ou plus jeunes, et t'as des encadrants qui sont là, qui te font faire un circuit selon bah, ta catégorie, tu vois, des catégories minimes, cadet, tu faisais 30 km, et puis les cadets faisaient une petite rallonge, ils faisaient 15 km de plus, et puis tu faisais ton truc comme ça. Et donc, ouais, t'étais accompagné par des gens qui essaient de te donner leur passion pour le vélo et qui t'encadraient pour bah, apprendre déjà à faire du vélo, ouais. à pas tomber, à respecter le code de la route, à respecter comment rouler à deux, etc. Et ensuite, après, au fur et à mesure des âges, bah, tu passes junior, là tu commences à faire les sélections bah, d'abord départementales, où tu peux faire, j'en sais rien, les coupes de France. D'accord. Ensuite, avec les régions, tu peux faire aussi bah, tout ce qui est championnat de France, tout ça. Donc là, tu commences à avoir un peu plus de professionnalisme au sein du sport avec les sélections. Et puis après, quand tu finis les catégories jeunes, tu files directement sur bah, les équipes un peu... on dit de club, tu vois, où là, des équipes de nationale, t'as National 1, National 2, National 3, et là, tu fais bah, des compétitions selon ton niveau, et ensuite, tu essayes d'obtenir ton contrat professionnel que tu peux avoir avec les équipes. Qu'est-ce qu'on t'a appris pendant cette période de formation? Toi, tu nous as parlé au début de effectivement comment rouler à deux, etc. Est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques qui arrivent ensuite au fur et à mesure de la formation amateur? Ouais, t'as plein de trucs. Après, tu peux, justement, selon les clubs, tu peux avoir bah, le nutritionniste, tu peux faire venir un médecin qui t'explique bah, les choses à faire pour bien récupérer, bah, qu'il faut manger
qu'il faut manger 3 heures avant la course, plutôt des pâtes. Sinon, bah, voilà, t'as toujours un copain en minime qui prenait son sandwich et qui le vomissait au bout de 10 km. Donc voilà, tu vois, t'apprends plein de petites choses comme ça, les blessures, les chutes. Bah, t'as le nutritionniste, comment manger, comment bien boire. C'est important dans le vélo parce que des fois, au début, t'as pas l'habitude tu fais toujours du sport sans manger ou sans boire. Tu sais, comme en course à pied, tu cours et là, bah, nous, dans le vélo, c'est hyper important. Tu fais des épreuves de 4-5 heures. Donc, si tu manges pas, bah, au bout d'un moment, t'as plus d'énergie. Donc, apprendre à manger sur un vélo quand t'es jeune, c'est quand même hyper important. Et donc, t'as plein de petits conseils comme ça qui peuvent être faits. À partir de quel moment, à peu près, on se spécialise pour devenir soit grimpeur, sprinter, puncher ou autre? Est-ce que c'est à ce moment-là? C'est plus tard? C'est comment? Moi, je trouve que c'est naturel. Tu sens que t'as un truc soit différent des autres, tu vois, soit plus, soit moins. Tu vois, bah, par exemple, David Gaudu, il habitait à côté de chez moi, du coup, on était souvent ensemble. Ouais. Et j'avais l'habitude de courir avec lui, donc je voyais lui dans les côtes, il était toujours à fond, et moi, je le suivais plus, tu vois, mais dès qu'on arrivait tous les deux ensemble, bah, c'était son truc. Moi, j'arrivais au sprint, je le battais souvent, tu vois, mais des fois, dans les côtes, lui, il me lâchait, donc en fait, tu sentais que c'était son truc, les côtes. Donc après, bah, au fur et à mesure de l'âge, bah, tu vas te spécialiser, entre guillemets, parce que tu vas sentir que c'est les efforts où tu te sens le plus à l'aise. Mais moi, je trouve ça naturel, tu vois, c'est comme un sprinter de course à pied. Bah, tu vois, tu vas faire un sprint contre un mec, et un mec qui va te battre, tu sens qu'il a plus la capacité d'aller vite. Et ensuite, bah, tu vas travailler ton point fort ou essayer de travailler ton point faible pour essayer de rattraper un peu ton retard, mais tu as les capacités intrinsèques, tu les as. Il m'a dit que c'était une photo de vous jeune. Ouais. Bah ouais, tu vois. Ça, je sais même pas dans quel âge, mais ouais, on devait avoir, tu vois, 10-12 ans, quoi. C'est que déjà les maillots avec les 12 000 sponsors, c'est... Ouais, bah, c'est les vieux maillots qui sont larges, qui sont 2 fois plus larges que toi, mais c'est vrai, c'est marrant. C'était quoi vos rapports quand vous étiez jeune, vu que vous veniez de la même région, etc. Finir au final après derrière dans la même équipe, ça avait une symbolique? Ouais, c'était marrant, surtout qu'on a le même âge, on a toujours tout fait ensemble. Bah moi forcément là comme tu l'as vu sur la photo, j'étais un peu plus développé que lui. Lui il a mis un peu plus de temps à se développer, du coup il a eu un sacré mental, c'est il voulait vraiment faire ça et il s'est toujours accroché, il avait toujours un petit décalage naturel par rapport à ça et ouais, on a toujours eu des bonnes relations. Ça arrivait justement, on était tous les deux dans des petits clubs, donc dès qu'on faisait les courses un peu plus régionales, c'était des fois ses parents, soit mes parents qui m'amenaient et on faisait les courses comme ça, même si on n'était pas dans le même club, donc c'était assez marrant. Et après, ouais, le fait de se retrouver chez les pros ensemble, c'est un beau petit signe. En amateur, tu as remporté la course en ligne du championnat de France en 2016 devant Benoît Cosnefroy ou encore David Gaudu. Ouais. Premier résultat marquant pour toi, elle avait une saveur cette course, c'était quoi l'histoire de celle-ci? Ouais, bah mon premier championnat de France, c'est vrai, c'était en amateur. Déjà, j'étais à l'époque le plus jeune champion de France amateur. J'étais que Espoir 2, donc j'étais encore très très jeune. Et puis c'est surtout que là, je venais de terminer moi mon école, mes études sur l'année. Donc tout le début de saison, ça s'est plutôt bien passé. J'avais dû gagner quelques nationales, quelques grosses courses. Mais c'est surtout à partir du mois de juin où déjà j'avais enchaîné, il me semble, genre 13 victoires d'affilée. Genre je faisais toutes les courses, je gagnais. Magnifique. Juste à la fin de mon année scolaire, quoi. Là, j'avais vraiment comme une libération. T'as fini ton année d'école et là, boum, tu te mets à faire du vélo et tout se passait bien, quoi. Donc, j'enchaînais à fond. Et le fait de tout gagner comme ça m'avait... Ouais, moi, c'est plus ce fait-là que... Genre, j'avais l'impression que j'arrivais à une course, tout le monde me regardait, et j'arrivais tout le temps à faire le bon choix au bon moment, et puis j'ai gagné. Donc, moi, c'est ma plus belle victoire au niveau amateur, parce que le championnat de France, t'as une seule course comme ça, t'as tout le monde qui veut gagner, et là, j'avais réussi à le faire, donc c'était top. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir des ambitions pro ou alors tu en avais déjà un petit peu avant? Pour moi, c'est naturel. Moi, je voulais toujours faire ça. Je voulais en faire mon métier. J'étais pas du tout stressé pour le fait de passer pro ou pas. Je voulais faire ma passion, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, les équipes ils sont intéressées. Ils se sont dit, bon, ouais, on va essayer de te faire signer. J'avais 2-3 contacts et donc ça s'est fait comme ça, ouais. À l'issue de ta formation, tu as rejoint la formation Groupama FDJ en 2018. Comment ils se sont passés les contacts pour la signature en professionnel? Comment, c'est quel type de contrat? Comment est déterminée la paye, le statut dans l'effectif? S'il y a des primes, s'il y a du fixe, ça fonctionne comment? Ouais, nous, donc déjà pour commencer, moi j'avais 20 ans, enfin 19 ans, 20 ans, donc j'ai été super jeune. J'avais pas d'agent, donc moi c'était un peu mon père qui m'aidait là-dessus, parce que lui il avait eu son expérience. Forcément. Et du coup, les équipes l'ont contacté lui. Ils ont dit ouais, on aimerait bien avoir ton fils dans l'équipe. Et du coup, lui m'a dit bon, voilà, t'as ça, appelez-le, venez le voir.
Puis j'ai le souvenir de Marc Maggio qui était venu, qui s'était déplacé à Brest, justement, me rencontrer. On avait parlé, donc moi, le choix, il s'était fait naturellement comme ça, parce que ouais, j'avais vu qu'il était vraiment intéressé, il avait fait l'effort de se déplacer vers chez moi, et on avait échangé. Il y avait eu d'autres équipes à l'époque? Ouais, j'avais 2 autres équipes aussi, ouais, j'avais l'équipe Arkea maintenant, et aussi les équipes françaises, tu vois, Total Energy. Après, j'avais pas trop de contacts à l'étranger. Je savais qu'il y avait des équipes qui étaient susceptibles d'être intéressées, mais j'étais pas les démarcher parce que j'avais pas le contact et j'étais comme ça, tu vois. Puis c'était essentiellement du francophone. Ouais, et puis moi je voulais commencer avec mes études un truc un peu stable, français, qui comprennent. Et puis tu vois, Marc, il avait cet aspect formation scolaire qui était important aussi au sein de l'équipe. Donc moi, ça c'était vraiment le truc qui m'avait marqué, qui m'avait fait signer là. Et après, tu vois, niveau salaire, nous, on est salariés français, donc en fait, tu touches ta paye tous les mois. D'accord. Et tu peux avoir, en fonction de ton contrat, tu peux négocier des primes sur les victoires. Nous, au sein de l'équipe, t'as un barème de primes sur toutes les victoires qui est quasi le même pour tous les coureurs. D'accord. Et ensuite, cette prime-là, tu la partages avec tes équipiers de la course, c'est souvent ça. Et donc, ouais, c'est un truc qui est assez simple, assez basique. Et ensuite, tu trouves ton statut, t'es coureur cycliste professionnel, t'as pas signé en tant que leader, en tant qu'équipier, en tant que sprinter. Je me posais la question justement s'il y avait peut-être des statuts entre guillemets qui étaient... Non, après, tu vois, tu l'as en fonction de ton salaire, forcément, parce que... Mais après, c'est à toi de faire tes preuves, c'est à toi de montrer que t'es plus fort que l'autre personne, ou que t'as des qualités qui sont différentes, ou tu vois, t'as une image différente, et t'essaies de la développer pour la faire monter encore plus haut, quoi. Toi, à l'époque, quand tu signes sur ton premier contrat professionnel, c'était à peu près, juste histoire de comprendre, combien, par exemple, la paye d'un cycliste pro à ses débuts, à peu près? Ouais, en fait, tu vois, t'as 3 catégories dans le monde pro. T'as la catégorie World Tour, t'as la catégorie Pro Series, et t'as la catégorie continentale, tu vois. Donc, moi, je l'ai signé directement au World Tour de ma première année. Et genre, je vais pas dire de conneries, mais je crois que le minimum, c'était à peu près 35 000 euros brut à l'année. Et tu vois, moi, l'équipe, ils avaient dû me faire signer à 38 000, un truc comme ça. Un petit peu plus. Un petit peu plus pour la forme. Voilà. Oh, c'est un bon début, ça permet d'avoir une certaine stabilité. Non, c'est ça, t'es content, tu sais que déjà, ils te voulaient, puis voilà, t'as eu un petit peu plus, et c'était content. Après, tu signes pas ça du tout pour l'argent, tu veux vraiment faire carrière, t'as envie de bien faire les choses, et voilà, ensuite, tu sais, de toute façon, comme on dit dans le vélo, plus tu gagnes des courses, plus tu gagneras de l'argent, et c'est pas en pensant à l'argent que tu gagneras des courses. Donc faut prendre le truc du bon côté, c'est d'abord performer, et après, t'auras la récompense de ton travail. T'es aligné sur beaucoup de courses en France cette année-là, ça a fait partie un peu de ton développement? Ouais, moi j'avais besoin de courir en France au début, déjà parce que les courses étaient un petit peu inférieures aussi au niveau World Tour que tu peux avoir, donc t'as besoin de te développer, connaître un peu les coureurs, les courses, et ça permet aussi de pouvoir jouer la victoire jeune. J'ai réussi à gagner ma première course en fin de saison dès ma première année pro, donc ça m'a rassuré, tu vois. C'est ce que j'avais un petit peu noté. C'était Paris-Bourges, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Devant 2 autres Français, Brian Coquard et Christophe Laporte? Ouais, j'avais attaqué en fait, j'étais échappé depuis genre 30 km avec un groupe, et j'avais attaqué à 1 km de l'arrivée, et tous les sprinters, ils étaient venus mourir à genre une demi-roue de moi. Et j'avais gagné comme ça, c'est ma première course, donc c'était assez marrant. Ouais. J'ai l'impression d'avoir gagné une course au sprint, alors que c'était pas du tout au sprint. Le sentiment d'être chassé comme ça par le peloton derrière, ça doit être particulier quand même. En plus, j'arrive sur la ligne, et genre, je sais même pas si j'ai gagné vraiment. Genre, je lève les bras, je dis, mais j'ai gagné. Parce qu'ils sont arrivés tellement vite comparé à moi que je me suis dit, putain, mais ça se trouve, ils m'ont passé, genre ça s'est joué à rien. Et ensuite, on m'a dit, ouais, à la photo finish, ouais, c'est bon, t'as gagné. Donc c'était super content, quoi. Magnifique. Pour ceux qui nous écoutent sur live, excusez-nous, on n'a pas fait d'émission depuis 2-3 semaines, on a des clés pubs, on n'avait pas fait exprès. Donc voilà, si vous avez raté un petit 30 secondes, nos excuses, vous ne serez plus dérangés par ça pour le reste de l'émission. Sur ta seconde saison, tu es aligné sur de plus grandes courses, et notamment le Tour d'Italie. Comment se passe, déjà de base, avant de parler du Tour d'Italie, la confection de ton calendrier sur une année? Est-ce que, genre, en fin d'année, vous vous posez, vous dites, OK, l'année prochaine, on vise ça, c'est quoi la logique dessus? Ouais, c'est hyper intéressant, en fait, si tu veux, en fin d'année. Donc, tu as souvent un peu un débriefing avec l'équipe sur ta saison, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, ce que tu veux améliorer, ce que l'équipe veut améliorer aussi. Donc, tu as vraiment un dialogue que tu as avec ton équipe sur ce que tu aimerais bien changer, et comment s'améliorer au fur et à mesure, et comment progresser.
Et donc là, toi, tu émets tes souhaits, tu te dis, j'aimerais bien faire un grand tour, ou ce que j'avais 22 ans, donc moi, j'aimerais bien faire un grand tour. De toute façon, c'était naturel. Eux aussi, ils avaient envie que j'en fasse un pour pouvoir essayer de progresser. Et après, moi, je me sentais pas, j'avais pas envie d'aller forcément au Tour de France la première année. J'avais envie de découvrir, tu vois, une course un peu différente et essayer de me former sans la pression du Tour et sans tout ce qui se passe autour. Et donc voilà, on fait notre calendrier au mois de décembre. On a notre premier rassemblement collectif. C'est le seul d'ailleurs de l'année où tu es avec toute l'équipe, tout le staff, tous les coureurs. Et là, eux, ils te présentent un peu ton calendrier de la saison. Et donc, toi, tu peux leur dire, ça, j'aimerais bien changer ça. Et donc, tu vois, ils refont ensuite une deuxième trame en fin de stage. D'accord. Mais à la base, il est fait pour toi. Ouais, il est fait. On me le fait. Moi, je fais rien du tout, tu vois. J'aimais mes souhaits et eux me le font après. Des fois, moi, je suis là, mettez-moi ce que vous voulez. Moi, je veux juste faire cette course-là pour être en forme à cet endroit-là. Et t'essaies, tu vois, de faire tes pics de forme. Genre, tu te dis, moi, je vais être en forme sur la période des classiques, je vais être en forme sur le Tour de France. D'accord. Donc, ensuite, l'équipe va essayer, en fonction de l'effectif, de trouver le meilleur compromis pour t'amener en forme à ce moment-là. Et donc, faut que tu sois aligné avec ton équipe parce que la saison, elle est longue, elle est de fin janvier jusqu'à mi-octobre. Donc, tu peux pas te dire, vas-y, je vais gagner de fin janvier jusqu'à mi-octobre. C'est pas possible. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver des périodes où tu peux être en forme, où tu peux être focus et où l'équipe te fait confiance aussi. Donc, tu conçois ça au mois de décembre souvent. Et ça fonctionne comment le pic de forme? Ça va aller selon, je sais pas, période de repos, période avec plus intense selon les courses, les entraînements, c'est quoi? Chaque coureur est différent. Donc il y en a, ils peuvent viser, tu vois, le début de saison. Donc eux, ils vont faire peut-être des stages un peu plus intensifs avec plus de travail. Et d'autres, justement, miser un peu plus sur la fraîcheur. Il y a des coureurs, moi, je sais, j'ai besoin de beaucoup m'entraîner, passer beaucoup d'heures sur le vélo. Parce que, j'ai besoin d'avoir aussi des jours de course quand je suis en reprise. Souvent, j'ai un peu de mal, le cœur il monte vachement haut et je peux pas trop forcer, tu vois. Vraiment? Ouais, j'ai besoin de faire toujours 2-3 jours de course pour vraiment chauffer un peu mon corps et que ensuite je sens que je progresse d'un coup. Et donc, tu vois, au fur et à mesure des années, tu connais un peu ta façon de faire et t'essaies de progresser avec ça, tu vois. Genre là, moi, en fin de grand tour, en fin du tour cette année, je me suis senti, presque là, j'ai fait mes meilleures valeurs, donc... c'était aussi le but, c'était de bien finir le tour pour pouvoir enchaîner à fond sur la fin de saison, quoi. Avant qu'on discute sur le Giro et dans le chat, ils ont parlé du Giro, ça les a marqués. Est-ce que, quand on parle d'entraînement, c'est à chaque fois par stage ou alors est-ce que, par exemple, il y a une ville où, on va dire, à peu près tout le monde habite et donc, du coup, tu as un endroit où vous vous retrouvez pour aller aux entraînements, tout ça, machin, ou alors c'est vraiment que par stage où tout le monde se déplace? En fait, si tu veux, nous, chacun habite dans le monde, d'ailleurs, au sein de l'équipe. Genre, on doit être 13-14 Français, les autres, ils habitent... dans leur pays d'origine, certains, ou d'autres sont venus en France ou en Espagne, c'est souvent le cas, tu vois, vers Nice, il y a beaucoup de cyclistes et en Espagne également. Et donc chacun fait son programme d'entraînement chez lui. Il y a notre entraîneur de l'équipe qui nous envoie un plan. On a une plateforme commune où tout est fiché avec ton compteur, où ta montre est mise automatiquement dès que tu as validé ton entraînement. Donc lui, ensuite, il t'analyse toutes les données que tu as pu faire. Et on a des stages de préparation que là pour le Tour de France ou même au mois de décembre justement c'est notre premier stage où là c'est le seul où on est tous ensemble. Au mois de janvier là on commence à avoir des stages mais on a genre 3-4 groupes différents parce que selon ceux qui commencent très tôt ou ceux qui commencent après ils sont pas à la même période de forme donc tu peux pas les faire rouler tous ensemble. Donc là en fait tu fais des groupes un peu différents et après t'as le stage prépa grand tour souvent. Qui a lieu au mois de mai où là soit tu le fais avec l'équipe. Là tu vois cette année je me suis fait un stage tout seul, je suis parti, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même avec ma famille donc je suis venu tout seul et j'ai travaillé tout seul mais souvent je suis avec l'équipe et là t'as ceux qui font tous les coureurs quasi qui font pas le Tour de France, ils ont un autre stage pendant le Tour de France pour bien préparer la fin de saison aussi et un autre regroupement. Tu as terminé 13e au Giro. C'est quoi les secrets d'un grand tour? Comment ça se prépare un peu en amont? C'était quoi les objectifs à la base quand tu es aligné dessus? Ça s'est passé comment? Ouais, mon tour d'Italie, c'était super drôle parce que du coup, je savais pas, je me suis pas du tout préparé pour le truc, mais vraiment pas. C'est que genre, j'ai fait Liège-Bastogne-Liège, j'avais fait tous les classiques belges avant Ardennaise où c'était un peu mes objectifs. Et ils m'ont dit, ouais, tu vas aller sur le grand tour, tu vas découvrir. D'ailleurs, j'étais avec l'équipe Arnaud Desmar, donc il y avait quasiment que des sprinters à part moi. Et genre, après Liège, j'avais coupé une semaine. Et donc, j'avais fait une semaine sans vélo, le truc que tu fais rarement. Ok. Et je suis arrivé au Tour d'Italie, j'avais genre une semaine de vélo, quoi.
Donc je suis arrivé, première étape, il y avait un contre-la-montre arrivé en côte, genre je dois faire 150e sur 160. Je fais, oh la vache, ça va être long. J'avais trop de fraîcheur et j'avais pas de force. Et j'étais là, j'ai dit, putain, ça va être vraiment long. C'est le premier contre-la-montre bousesque. Mais t'imagines, tu fais ton premier grand tour, tu fais un contre-la-montre 150e sur 160. Tu fais, oh, alors que c'était une arrivée super dure. Je suis, putain, la vache, ça va être quelque chose de grand tour là. Et puis en fait, au fur et à mesure, je suis arrivé et puis bah, ça allait de mieux en mieux. Et genre à la fin de la première semaine, genre je prends une échappée. Et je remonte genre 5e ou 6e du classement général. J'étais 2e au meilleur jeune et tout. Donc je passe la première journée de repos de mon premier grand tour dans le top 10. Et après, bah, voilà, je me suis accroché, je me suis amusé. J'ai été un peu tout seul en montagne. Donc ouais, j'ai appris, tu vois. Genre, il y a des journées de repos, je roulais pas. Et le lendemain, j'avais pris 10 minutes. Je dit, bon, bah, ça me va pas de pas rouler. Ok. Donc maintenant, depuis ce jour-là, tu vois, les journées de repos, j'essaye de faire un tout petit peu d'intensité parce que bah, je sais que si je fais pas ça, bah, mon corps, il se met en arrêt total. D'accord, c'est intéressant ça. Donc, cette mesure de découvrir son corps au fur et à mesure des courses. J'ai vraiment fait de la découverte de A à Z sur ce grand tour. Maintenant, t'es plus trop capable de faire ça, tu vois. Maintenant, y a moins de jeunes qui découvrent. Enfin, moi, j'étais vraiment arrivé au grand tour en mode touriste, tu vois. Et puis, à l'arrivée, je vais faire 13e. La dernière étape, j'avais failli la gagner. J'étais tout seul en tête à genre 5 km de l'arrivée. Puis, je m'étais fait prendre par les favoris qui avaient joué la victoire, tu vois, mais on s'était bien amusé. Ouais. C'était l'époque Richard Carapace, tout ça? Bah ouais, c'est cette époque-là qui gagne, ouais. Donc, c'était marrant. C'est quoi les éléments que le public genre, ne sait peut-être pas trop dans le fait de se réveiller tous les jours pendant 3 semaines pour aller aligner chaque semaine genre 150-200 bornes de vélo, en comptant évidemment les jours de repos? Il y a quoi que le public ne se doute pas, on va dire? En fait, c'est assez drôle parce que tu vois, chacun est un peu différent comme coureur. Déjà, il y a un truc qui est hyper important quand tu fais un grand tour, c'est d'être en chambre. T'es en chambre avec quelqu'un tout le temps, qui est un peu sur ton même rythme de vie parce que t'en as, ils sont plutôt couchent tard et ils se réveillent plus tard, et d'autres un peu couchent tôt et qui se réveillent plus tôt. Et si t'as un décalage là-dessus, genre si t'as un mec qui se couche tôt et il est avec un mec qui arrive pas à dormir avant 23h ou minuit, bah tu vas avoir un décalage, donc les deux vont pas se sentir bien. Et le matin, pareil, s'il y en a un qui est réveillé, qui fait du bruit, bah, ça peut réveiller l'autre. Donc l'objectif déjà, c'est de bien trouver son collègue de chambre. Son partenaire. Exactement. C'est qui toi ton partenaire de chambre? Bah là, j'étais avec Guillaume Martin sur ce tour. C'était la première fois qu'on était en chambre ensemble pourtant, mais on était vraiment pareil, donc c'était bien. T'es couche tard ou couche tôt? Moi, je suis plutôt couche tard. Enfin, tu vois, bah, couche tard, après, ça va. Là, je me mets comme limite là 23h sur les grands tours. J'essaie de me coucher avant si je peux, mais ouais, on est dans notre lit à 22h, souvent pas avant avec donc tu vois, je reste 1 heure dans le lit, on regarde la télé ou on fait notre truc, et à 23h on essaye de dormir, tu vois. On coupe les feux. On essaie. Et à 8h, tu vois, à peu près le réveil, 8h, 8h30. Et donc ouais, chacun est à son rythme, et donc des fois tu vois pas un coéquipier, tu le vois pas avant de partir dans le bus. C'est assez marrant parce qu'il y en a, bah moi j'ai fini mon petit déj, il y en a qui arrivent, donc tu te croises et chacun est à son rythme. Et au niveau de la réalité de comment ça se passe, comme je disais, sur 3 semaines, c'est quoi les spécificités, la récupération, je sais pas, le sommeil, les transferts entre villes, et tout, c'est comment? En fait, dans le vélo, c'est hyper... tu fais quasiment la même chose tout le temps. Et nous, le but du staff de l'équipe, c'est que nous, on se rende compte de rien et qu'on t'amène à un point A, à un point B dans la meilleure condition possible physique, tu vois. Genre à la fin de l'étape, le but, c'est que tu sois le mieux pour l'étape le lendemain. Donc bah, le matin, tu vois, tu prends ton petit déj, ensuite tu essayes de te poser un peu. Puis souvent, tu as à peu près 1 heure, 1h30 de transfert avant le départ de l'étape. Tu arrives tout le temps 2 heures avant parce que bah, tu as tous les partenaires qui sont là. Tu fasses des photos avec tout le monde, surtout sur le Tour de France où là, c'est hyper important, tu vois. C'est le gros truc médiatique de l'équipe, tu vois. Ouais. Du coup, il y a vraiment tous les sponsors qui sont là et t'es obligé de faire pas mal de photos, tu parles avec tout le monde et t'essaies, voilà, chacun essaye de trouver son objectif. Ensuite, tu fais la course et après, directement, bah, là, t'as un long transfert aussi pour l'hôtel, environ 1 heure, le temps de sortir du paddock. Le tour, t'as toujours un peu des bouchons, donc c'est un peu plus compliqué. Donc logique. Tu perds vite du temps et donc souvent il y a le leader de l'étape du jour ou du lendemain, il essaie de se faire masser dans le bus. On a souvent un kiné qui est là et à l'arrière de notre bus on le transforme un peu en table de massage et il y a un kiné qui masse. Donc déjà le leader au moins à la fin du transfert à 19h il est fini
Et autrement, les autres, tu rentres à l'hôtel et là, tu as tes soins. Tu vois, tu as 1 heure de massage à peu près. Tu peux avoir l'ostéo peut être présent. Tu vois, genre, là, moi, pendant le tour, j'étais malade pendant quasiment 10 jours de tour. J'ai eu une bronchite, j'étais sous antibio et après, ça passait pas. Donc, je suis passé mon temps et donc, j'ai fait la kiné-respi avec mon kiné. Mais tous les courir jours, avec une bronchite, c'est. C'était pas simple pendant 3-4 jours. Fin de la première semaine, ça a été embêtant, quoi. Après, ça fait partie du jeu et t'essaies de te soigner et de faire les choses au mieux. Mais bon, comme avec les contrôles antidopage, t'as le droit à pas grand chose. Donc en fait, t'étais là, je faisais de la kiné-respi, le kiné, il essayait de me sortir justement les glaires que j'avais au niveau des poumons. Et donc, toi, tu fais ça quasiment tous les jours, le soir, le matin avant l'étape. Et t'essaies de libérer tout ça. Donc tu fais ça avec le kiné, t'as l'ostéo. Si t'as une chute, malheureusement, autour, t'as souvent des problèmes, des chutes, tu parles des tendinites ou tu vois, des petites douleurs. Et lui, il essaie de tout remettre dans l'axe. Puis après, t'as le cuisinier qui nous prépare à manger et on mange et puis on va se coucher à 22h. Voilà la fameuse. La journée type, tu vois. Et tu l'as mentionné, ça se passe comment le contrôle antidopage? C'est direct après l'étape? Ils viennent faire toc 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 à l'hôtel? C'est comment? Tu vois, t'as un peu de tout. Là, au tour, perso, j'ai dû avoir. Ils ont dû venir 4 fois le matin à peu près. Ok. Pour toi ou pour l'équipe? Pour moi. Ok. Enfin, en gros, des fois, ils viennent et ils disent genre, ils te réveillent à 7h. T'es là, t'en frapper, tu dis, voilà, c'est quoi? Bon, tu te doutes très bien qu'est-ce que c'est à 7h du mat. Allez, viens pisser dans le bocal. Exactement. Donc, tu te réveilles, des fois, c'est prise de sang, des fois, c'est pipi. Enfin, tu vois, tu fais pas mal de trucs. Et après, aux arrivées d'étape, t'as le vainqueur, le maillot jaune, il est directement au contrôle. Ok. Et autrement, t'as genre, en tout, je crois qu'ils font 10-12 contrôles par jour à l'arrivée. D'accord. Avec des coureurs différents, tirés au sort, mais bon, qui ne sont pas vraiment tirés au sort, mais voilà. Bizarrement, le tir au sort, il est vraiment 159e. Voilà, c'est ça. Donc, c'est souvent les étapes importantes où tu es échappé ou autre, là, tu vas souvent au contrôle. Et là, pareil, tu vois, donc en tout, moi, sur le contrôle antidopage, j'ai dû en avoir 6 sur le tour, tu vois, 5-6. C'est à peu près comme ça. T'as le fait que même toi, t'en as eu genre 5-6 comme ça sur l'entièreté du tour. Ouais. C'est un volume dont je me doutais pas, tu vois. Et moi, au contrôleur, j'en avais parlé. Ils m'ont dit, tu vois, par jour, ils en font entre 25, tu vois, en gros. Ok. Entre le matin et le soir. Donc, c'est quand même pas mal. Sur 150 coureurs, ça fait enchaîner. Ouais, le tout sur 21 étapes. Ouais, et puis, sachant qu'on est là-bas 3 jours avant, t'as les journées de repos, tu vois. Donc, en gros, t'as une trentaine de jours. Ils en font 25 par jour, ça fait pas mal. Et donc, ce que tu disais, le maillot jaune, il se fait tout le temps contrôler, le gagnant d'étape, etc. Du coup, genre Pogacar, lui, il doit prendre 15 contrôles, lui. Pogacar, il fait des contrôles tous les jours. Et là, il a fait, j'en sais rien, plus de 20 contrôles, je pense. Je capte, ça doit être quand même particulier. C'est quoi il a l'habitude maintenant, tu rentres, poum, il ressort direct. c'est le boulot. Quelle est la différence entre le Tour d'Italie que tu as connu du coup et le Tour de France? C'est en tant qu'équipe française, c'est complètement différent. Le Tour, t'as un vrai enjeu médiatique qui est supérieur à tout, quoi. Enfin, niveau du public aussi, niveau des médias. Au Tour, tu fais une performance, même si tu fais pas grand chose, tu vois, mais genre, tu vas faire une chute ou tu vas être proche de gagner, d'un coup, t'as 20 médias qui arrivent devant toi, alors que au Tour d'Italie, tu fais ta chute, tu rentres, t'es tranquille. Ouais. Ils sont plutôt focus sur les coureurs italiens, peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as moins de monde, t'as moins de médias, t'as moins de tout. Enfin, tandis que là, en fait, en France, tu te rends compte que t'as toutes les télés, t'as tous les radios, t'as vraiment tout le monde qui est là, qui veut la réaction d'après-course du coureur qui a été marquant ou, tu vois, sur la course. Donc, c'est ça qui est toujours assez impressionnant. Ouais. Et en dehors, peut-être même de l'aspect, comme tu viens de le dire, médiatique, plutôt sur l'aspect route. Est-ce qu'il y a une différence peut-être dans les cols, dans le public, autour de la route, des trucs comme ça? Déjà, autour quasi systématique, la route, elle est refaite. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que souvent, rien que pour la sécurité des coureurs, on sait que tout roule beaucoup plus vite, il y a toujours beaucoup plus de vitesse. Ouais. Et donc, la route, elle est quasiment... Enfin, tu peux pas te permettre des gros trous, donc elle est tout le temps préparée, entre guillemets, pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Et après, le niveau du public, niveau des barrières, t'as quand même beaucoup plus que sur les autres courses. Et tout est démultiplié, puis ça va en augmentant aussi, tu vois. Si un jour, t'as l'occasion d'avoir... des personnes d'ASO qui viendront te parler de l'organisation, ils te diront que la sécurité, pour eux, c'est la base et qu'ils veulent toujours augmenter le nombre de barrières, parce que tu as de plus en plus de monde au bord des routes, et c'est toujours... Voilà, ça peut être vraiment compliqué. Ouais. Et même dans peut-être les paysages, ou alors dans la façon de rouler, ou autre, est-ce qu'il y a une différence en Italie? Non, en Italie, tu vois, c'est... Ouais, t'as les supporters italiens, c'est vraiment des fans de vélo.
beaucoup plus qu'en France. En France, tu vois, tu vas au Tour, les gens ils sont plus là pour la caravane que pour les cyclistes. Bah, ils viennent voir bien sûr les cyclistes parce que ça fait partie du Tour de France, mais ils viennent pour avoir leurs goodies. Alors qu'au Tour d'Italie, je crois que t'as même pas de caravane ou t'as peut-être une toute petite caravane qui ils viennent là juste pour supporter les coureurs. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils vont tous t'appeler par ton nom, que tu sois premier ou dernier, ils connaissent tous les coureurs. Et t'as vraiment des supporters précis, tu vois. Alors que en France, les gens ils sont là, ils applaudissent les cyclistes en général et puis ouais, ils viennent là pour passer un bon moment, pour faire la fête. Ouais. C'est un peu la mode actuelle du Tour de France. Tu le déplores, toi, en tant que cycliste, que le fait que peut-être les coureurs, limite, sont relayés au second plan et que cet aspect fête, caravane, haha, le Bob Cochonou, c'est pris peut-être beaucoup de place? Non, moi je m'en fiche parce que ça fait partie du Tour et c'est la notoriété du Tour, elle est faite là-dessus et c'est aussi, je trouve ça beau. Enfin, genre, t'es fan de sport, tu viens voir le Tour, c'est gratuit. C'est tellement rare de pouvoir avoir un sport aussi médiatique et on a cette chance de l'avoir en France, que tu peux avoir gratos et que tu peux voir et tu peux t'amuser à aller encourager des cyclistes qui sont dans l'effort ou même, voilà. Si ça peut te donner envie à des enfants et à des jeunes de pouvoir faire du sport ou du vélo, c'est grave cool et il faut savoir aussi profiter de ça et remercier le Tour de France pour ça, je pense. T'es aligné sur ton premier Tour de France, justement, en 2020. C'est un Tour de France qui avait fait parler à l'époque. Il y avait le Covid, Pogacar qui renverse Roglic à la fin, les polémiques autour des temps d'ascension, Pérez-Sourde, Gros Colombier, la Jumbo-Visma avec ses performances et tout. Comment t'as vécu, toi, ce premier Tour de France? Moi, c'est un Tour de France super particulier, déjà, parce que c'est le seul Tour de France qui n'a pas eu lieu l'été. Il était au mois de septembre. Ouais. Et nous, on venait après le Tour 2019 avec Thibaut Pinot qui avait failli le gagner. Il était là en mode, nous, on avait une pression médiatique de fou au sein de l'équipe parce que là, il avait malheureusement abandonné alors qu'il était très proche du podium et il était même proche de gagner le Tour de France. Le Tour de France 2019, j'ai beaucoup de choses écrites dedans dans mon livre, je tiens à le dire. C'était vraiment une folie. Et tu vois, et du coup, on arrive en 2020 au départ du Tour, déjà, ils me mettent un néophyte comme ça avec Thibaut on part dans l'optique de gagner le Tour. Enfin, on a ça en tête, quoi. Ouais, c'était l'objectif. Ah ouais, après l'année 2019, on pouvait pas se dire, attends, tu vas faire top 10 du Tour avec Thibaut, quoi. Le mec, il a failli gagner quelques mois avant le Tour, donc tu dis, bon, allez, c'est parti. Et puis en fait, première étape, on le fait à Nice, et puis là, Thibaut tombe, on est, je sais pas, genre sur les 8 coureurs de l'équipe, on est 6 à tomber. Donc là, tu te dis, bon, le départ du Tour, compliqué. Et donc, ça a été un peu une galère pour nous, parce que tu commences le Tour avec une chute. En fait, quand tu tombes sur le Tour, tu t'en remets vraiment jamais, surtout à la première semaine. Ouais, tu traînes ça vraiment après sur toute ta course. En fait, c'est que t'es tellement en mode récup, que dès que t'as un petit souci que t'as en première semaine, mais en fait, c'est comme si tu récupères jamais vraiment, tu pourras vraiment jamais récupérer à 100%, alors que ces premières étapes, c'est les étapes les plus importantes niveau récup, tu vois. Donc l'objectif, c'est vraiment de pas tomber dans les 5 premiers jours. Parce que si tu tombes dans les 5 premiers jours, les autres, ils récupèrent et toi, tu récupères pas. Ouais, je capte. Alors qu'en deuxième, troisième semaine, t'as une chute, tu vois, tu peux toujours traîner. Tout le monde est fatigué, donc tu vois. Mais sauf qu'au début, c'est comme si t'avais un curseur et genre les autres, ils remontent à 95, 98 et toi, tu restes à 80. Donc en fait, ta performance, tu vas chuter au fur et à mesure du Tour. Et l'écart se creuse avec le temps. Directement, ouais. En plus, c'est pour ça, du coup, qu'à des moments, après, oui, je le suppose, tu vois, mais qu'il y a des cyclistes, ils tombent, ils abandonnent pas. Par contre, 2-3 jours après, ils abandonnent. Ouais, ils ont le contre-coup, tu vois, parce que, t'as souvent un contre-coup de 2-3 jours après le Tour, après une grosse chute. Mais après, plus elle a lieu tard dans le Tour de France, entre guillemets, mieux c'est, parce que, tous les coureurs sont fatigués, et puis, t'es plus sur de la résistance. Mais si tu l'as en début, tu peux vite t'handicaper et avoir des douleurs partout, et puis tu t'en remets vraiment jamais, quoi. Ça a été quoi l'histoire de ce Tour, du coup, après cette chute en première semaine? Ouais, on était triste parce que on sentait Thibaut, il s'était accroché pourtant, mais il avait des douleurs partout, il s'accrochait tous les jours et il perdait pas trop de temps. Et puis à un moment donné, il a eu sa grosse défaillance dans les Pyrénées. Et là, on a changé un peu d'optique, on a voulu être attaquant, mais moi c'était mon premier grand Tour auprès d'un grand leader. C'était assez compliqué de se remobiliser sur un autre objectif, sachant que tu vas là-bas pour gagner le Tour. Et mais ce qu'on a essayé de faire, et je pense qu'on avait bien réussi, on s'est battu avec nos propres moyens, et puis on a essayé de bien finir ce Tour. Mais c'était une sacrée découverte, parce que j'avais la chance de pouvoir le faire avec un coureur qui était susceptible de gagner le Tour. Et après, on s'est fait plaisir, et
Et moi, après, ouais, c'était un tour Covid. Il n'y avait pas de public ou très peu. J'avais pas l'impression de vivre un vrai Tour de France comme j'en ai vécu maintenant, quoi. L'atmosphère devait être chelou un peu. Ah, c'est trop bizarre. Après, ouais, j'avais l'impression d'être un peu comme au Tour d'Italie, sauf que t'étais au Tour de France. Déjà, t'étais au mois de septembre. C'est complètement. La météo était bien plus mauvaise. Enfin, c'était vraiment différent. Toi, t'as fini 27e. C'était quoi ton but au départ? C'était d'être un coéquipier, d'aider Thibaut en montagne? Ouais, mais on avait fait le Dauphiné juste avant, où là, Thibaut il avait failli le gagner. Il était maillot jaune le dernier jour avec l'abandon de Roglic. Il avait failli gagner le Dauphiné. Et du coup, moi, ouais, mon but, c'était de l'accompagner un peu partout, quoi. Je suis pas forcément le meilleur grimpeur, je suis pas le meilleur rouleur, mais tu vois, je peux le placer, je peux faire l'effort sur tout type de parcours. Donc, je suis un peu le coéquipier. Il dit ça un peu sûr, où ils pourront se servir de moi quand il y en aura besoin quelque part, tu vois. Donc, moi, mon but, c'était essayer de l'accompagner au maximum sur toutes les étapes où je pouvais le faire, quoi. Toi, à l'époque de l'intérieur, tu avais vécu comment ces discussions, ces polémiques sur les rythmes d'ascension, sur le fait que ça allait très vite? Il y avait beaucoup de déclarations, il y a même Brice Feillu, il avait parlé, beaucoup de gens. Il y avait la Jumbo, les performances de Van Aert et tout. Tu avais vécu comment ça, toi, de l'intérieur? Enfin, moi, je m'étais un peu détaché de ça, même complètement, parce que j'étais vraiment dans ma course et dans celle de l'équipe. Et c'est vrai que... comme on n'était pas devant, tu voyais pas, quoi. Tu sentais que ça roulait vite, mais t'étais plus concentré sur Thibaut, sur nous. Okay. Quand t'es auprès d'un grand leader comme ça, tu penses vraiment pas aux autres, tu penses qu'à ton leader et t'essaies qu'il se sente le mieux possible et qu'il soit le mieux possible. Donc moi, tu vois, j'avais pas vraiment vécu le truc. Ouais, c'est vrai que c'était la première année de Visma. Van Aert, il était super fort, il avait gagné plein d'étapes. Mais ouais, c'était un petit événement marquant. Mais après, ouais, en fait, on se rend compte maintenant qu'ils étaient en avance un peu sur la nutrition, sur la récup comparé aux autres. Donc ouais, ils avaient ce petit coup d'avance qui ont fait qu'ils avaient tout explosé, quoi. C'est caractérisé par quoi, cette avance en nutrition, en récup? Je pense qu'ils avaient plus de budget, ils avaient des chercheurs au niveau de la nutrition qui étaient hyper développés comparé aux nôtres et aux autres équipes, tout simplement. Donc, et tu vois, eux, ils avançaient déjà à quasi 100, entre 90 et 120 grammes de glucides par heure, alors que nous, on était avec des bidons de poudre à 20 grammes, tu vois. Enfin, tu prenais 40 grammes de glucides, donc en fait, la dernière heure, on était tous en train de coincer, et puis eux, t'avais l'impression que, ouais. Et d'ailleurs, dans les médias, t'avais plein de retours, c'était, mais ils vont aussi vite du premier col jusqu'à l'arrivée, ils sont interminés, enfin, tu vois, ils vont trop vite, quoi. Alors qu'en fait, c'était nous, nos performances chutaient au fur et à mesure, et eux, ils restaient pareil. Et maintenant, tu vois, l'année suivante, déjà, ça c'était vachement plus nivelé. Et puis maintenant, en fait, tout le monde est quasiment pareil, quoi. C'est intéressant cet aspect. Et je me doutais pas qu'il a fallu, entre guillemets, 2020 pour cet aspect des glucides par heure. Genre, vous en prenez que 20-30 et eux, déjà une centaine. Ouais, c'était énorme la différence au début. Et en fait, je pense que ça a vraiment commencé avec l'époque Sky en 2018. C'est eux, ils avaient justement des gels hyper forts. Et je me souviens, l'équipe, ils en avaient récupéré un, mais ils avaient analysé justement la teneur en glucides. Ils ont dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'ils se prennent ça? Et personne comprenait trop, tu vois. Et ensuite, tu vas faire les études, tu regardes un peu ce qui est en train de se faire. Et ça, c'était vraiment tout le début, quoi. Et après, au fur et à mesure, ça s'est développé. Et maintenant, tu te rends compte que tout le monde essaye d'utiliser à peu près le même régime alimentaire en course pour essayer de pas coincer au fur et à mesure de l'épreuve, quoi. Très intéressant. C'est les années, justement, 2020-2021 d'un grand Julien Alaphilippe aussi, que tu as aidé à devenir champion du monde sur route en 2020 et en 2021. Parle-nous de ton rôle en tant qu'équipier dans ces titres-là. Ouais, moi, c'est mes premières sélections au sein de l'équipe de France. Ma première, je crois, d'ailleurs, c'est en 2020. Pareil, à Imola, où il a gagné son premier titre. Là, on avait un des plus grands coureurs de classique. Il avait quasiment tout gagné. Donc, le briefing, c'était très clair. C'était autour de Julien. Et donc, on avait essayé de faire la course qu'on avait faite, et puis il avait gagné le titre. Donc, c'était pour nous incroyable. Depuis, je me souviens même plus quelle année, c'était avant le titre de champion du monde, mais je crois que ça a remonté quasi comme la Coupe du Monde de foot, quoi. Bien sûr. 98. Bien sûr. Je devais à peine être né, quoi. Donc ouais, c'était nous un événement assez incroyable d'avoir vécu ça en tant qu'équipier. Et après, en 2021 aussi, j'avais doublé. Et là, j'étais à Louvain avec lui. En plus, j'étais en groupe de tête. Là, j'avais essayé de le lancer à plusieurs reprises pour qu'il puisse faire des grosses attaques. Et
Et après, Julien, c'est quelqu'un qui est très simple, il court à l'instinct à un moment donné, il me dit viens, on vire en tête, et puis là, tu me fais 100 mètres à bloc, et ensuite j'attaque. Ça s'est vraiment fait comme ça. Vraiment? Ah ouais, je te jure, genre 1 kilomètre avant, il me dit viens, on vire en tête, et tu te mets à fond, et puis ensuite j'attaque. Je dis ok, pas de problème. Et c'est ce que t'as fait? Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire le mieux possible, mais bon. Et vous vous parlez pendant la course, genre il va se mettre à côté de toi, il va dire il va te donner la consigne, genre? Ouais, là, il s'est été parlé, en plus il y avait du bruit, il m'a dit vas-y, viens. Il me dit viens, on fait ça là. Je dis ouais, ok, vas-y, on essaie. Et puis après, voilà, ça marche pas. Ou ensuite, t'as plein d'autres adversaires et eux, ils ont d'autres stratégies, tu vois. Évidemment. Donc des fois, tu peux avoir la même, en fait. Et puis l'autre, il le fait juste avant toi. Donc, faut avoir de la réussite aussi, tu vois. Dans le chat, ils disent en 2021, exceptionnel ton boulot. Ouais, bah, justement, pourtant, je fais pas un gros effort, hein, mais, mais le fait d'arriver comme ça, et puis bah, tout le monde était un peu. Je pense que les autres voulaient se préserver un peu pour la fin. Il restait encore, genre, tu vois, 30 km. Et on avait une stratégie aussi avec Thomas Vauclair assez incroyable. Il nous avait dit au briefing oh, les gars, on attaque à 200 km de l'arrivée. Et là, nous, on s'était regardé. 200 km. Je dis de toute façon, on va leur créer la surprise, machin. Puis bah, ce qu'on avait fait, nous, bêtement, ouais, ok, vas-y. Et puis, on était rentré dans le trip, tu vois. On avait attaqué super tôt avec plusieurs coureurs. On avait pris un coup d'avance. Ensuite, on avait bien soufflé. Et puis, en fait, tu vois, chacun prenait son relais. Et tout s'était passé exactement comme on l'avait imaginé. Donc, le truc qui arrive une fois tous les 10 ans, tu vois. Bien sûr. Mais bon, ça s'était passé. On avait passé un super moment aussi là-bas. Vous écoutez, en tant que cycliste, vous arrivez à écouter vraiment toutes les consignes comme ça, ou de temps en temps, il y a un peu de scepticisme qui peut se faire, et donc du coup, ça écoute Non, pas. en vrai, le but central, c'est que tu as des consignes et tu essayes de les respecter. Mais après, déjà, il faut être en accord total avec le directeur sportif et avec le manager. Enfin, là, tu vois, cet exemple-là avec Thomas, lui, il vient de parler et il vient de dire moi, je pense à ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sens qu'on peut faire ça? Donc, des fois, lui, il a son plan. Et selon nous, ce qu'on pense, il peut légèrement évoluer et partir pour que le coureur et le manager, ils aient exactement la même tactique en tête, tu vois, et que tout le monde soit lié et parte dans le même optique. Et ça, c'est assez difficile parce que tu as 8-10 coureurs et chacun pense des fois la même chose. Il faut réussir que chaque coureur prenne du plaisir et ait envie de faire ce qu'il doit faire, tu vois. Donc après, lui, son rôle, c'est justement d'expliquer pourquoi il faut qu'il fasse ça, etc. Et c'est un vrai travail, quoi. Et t'as déjà eu, par exemple, à un moment, un plan de course, une tactique qui avait été décidée, acceptée, puis arrivé au moment de celle-ci, un des coureurs a pas les jambes, ou alors ça fonctionne pas. Et comment ça se passe l'adaptation sur le moment? Ça arrive plein de fois. Tu vois, l'année suivante, exemple encore, au championnat du monde, on a attaqué super tôt, pareil, pour essayer de reproduire un peu le même schéma, sauf que là, ça n'avait pas vraiment marché. On avait des coureurs devant, mais c'était pas les coureurs qu'on devait mettre devant. Et puis nous, on était avec les leaders, on était derrière. Et d'un coup, nous, on a pris la décision entre nous, on a dit, vas-y, on se met à rouler. Et c'était pas du tout prévu qu'on fasse ça, tu vois, mais on a parlé entre nous et on a essayé d'échanger. Et on est justement partis tous dans la même optique. On fait le sprint pour Christophe Laporte. Et on rentre, et en fait, avec Benoît Cosnefroid, on avait roulé mais pendant 10 km, mais à fond, et on rattrapait tous les groupes. On savait même pas en arriver pour quelle place. Puis il fait le sprint, il gagne, et en fait, il dit, ouais, il fait deuxième de l'étape il fait deuxième championnat derrière Remco qui avait gagné. Et donc là, tu te dis, on avait réussi, mais tu vois, c'était pas du tout le plan numéro 1. De base, ouais. Et nous, on s'était posé, et puis on avait essayé de parler entre nous et de dire quel est le plan et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir obtenir le meilleur résultat possible. C'est quoi l'impact des oreillettes sur votre course, sur la personne qui communique, qui vous donne des consignes? Moi, je me rappelle, les oreillettes, ça avait commencé à faire parler à l'époque, je sais pas, le tour avec Bradley Wiggins et Froome, tu vois, il part, et puis après, finalement, il se retient et tout ça. Vous, en 2025, c'est comment ça? Ouais, c'est toujours un peu le cas, tu vois. Mais l'oreillette, il est plus pour la sécurité. Numéro 1, nous, on l'utilise quasiment que pour ça. Enfin, que pour ça, bien sûr, il y a les tactiques et il y a plein d'autres choses. Mais l'aspect numéro 1 des oreillettes, c'est sécuritaire. C'est attention, il y a des plaques de verglas dans la descente, ou attention, il y a des cailloux que tu n'arrives pas à 100 à l'heure dedans. Et où justement, ils vont nous expliquer, là, tu arrives dans un village, faites attention, il y a les ralentisseurs, où il y a c'est vraiment cet aspect-là, c'est le plus important. Et après, tu as l'aspect des écarts où là, les oreillettes jouent un rôle primordial. Et ils sont à 2 minutes, ils sont à 1 minute, ils sont 8. Est-ce que tu as un coureur devant? Est-ce que tu n'as personne? Et puis là, ils vont te dire, vas-y, mettez quelqu'un à rouler, il n'y a personne. Ou justement, il y a cette équipe-là qui a personne, donc suivez-les. Et ça, moi, je trouve que c'est un peu plus dommage, tu vois, sur des courses comme le Tour de France, parce que tout est un peu décidé, parce que du coup, tu sais déjà rapidement qui est devant, l'écart qu'il y a devant, et tu peux pas jouer non plus trop avec le peloton derrière, quoi. Tu te fais micromanager un peu? Ouais, en gros, c'est ça, ouais, tu te fais micromanager, clairement, et
Et après, toi, les décisions, c'est toi qui les prends et c'est pas le directeur sportif. Et il nous aide à prendre des décisions en course. C'est plus ça. Mais quand tu as tous les aspects, que tu as les écarts, que tu as la composition, que tu as les coureurs, que tu as les équipes, bah après, derrière, c'est toujours plus facile à gérer que l'inverse, tu vois. Est-ce que tu serais partisan d'un tour sans oreillette? Ah, moi, je serais partisan à 100%. Ouais. Après, voilà, faut trouver le compromis quand même, parce que pour le niveau sécuritaire, c'est quand même hyper important. Il faut savoir qu'on fait des 200 km ou 180 km de course tous les jours et on connaît pas les routes. Enfin, c'est impossible de connaître toutes les routes parce que tu peux pas faire 21 recos Logique. sur l'année. On fait 80 jours de course sur une année, donc tu peux pas prendre plus de temps pour faire d'autres recos. Mais donc c'est important d'avoir un mec qui te dise bah attention là, t'arrives dans des endroits dangereux et donc ouais, l'aspect sécuritaire pour moi il faut le garder, mais l'aspect tactique il faudrait les retirer. Je comprends. Tu nous as parlé d'une tactique qui a fonctionné au championnat du monde 2021. Tu nous as parlé d'une où vous avez dû vous adapter. Est-ce qu'il y a une fois où une tactique que vous aviez réfléchi avant une étape, genre elle n'a pas marché, genre un flop total? Ouais, ça arrive plein de fois, ça. Mais une fois en particulier où ça t'a marqué? Attends, je m'en souviens pas, mais ouais. Je te laisse réfléchir, t'inquiète, on n'est pas pressé. Je vais réfléchir, mais non, mais en fait, des fois, tu vois, tu mets un plan en tête, surtout des équipes comme la nôtre. On n'est pas forcément des équipes favorites, tu vois. On a des très bons coureurs qui peuvent faire des belles perfs, mais si on gagne une course World Tour ou sur une grosse course, bah ça peut, voilà, c'est une grande chance, tu vois. On n'est pas comme UAE ou Visma qui a cette optique de gagner quasiment toutes les courses parce qu'ils ont les coureurs, ils ont le budget, ils ont tout pour le faire. Yes. Donc des fois, nous, on va tenter des trucs, puis bah, ouais, tu vas te dire, vas-y, on attaque là, et puis en fait, il y a personne qui te suit, tu te retrouves tout seul devant, tu te dis, merde, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu de faire. Et puis après, ouais, après, sur les classiques et tout, les tactiques, c'est simple parce que tu sais à peu près comment on va se faire la course, tu sais comment tu vas la jouer. Mais c'est un peu sur les courses nouvelles ou sur les courses par étapes où là tu veux tenter des trucs et des fois ouais, ça floppe total quoi. On a parlé d'eux. C'est quoi tes rapports avec Thibaut Pinot et Julien Philippe? Est-ce que pour toi Thibaut il avait vraiment ce qu'il fallait pour remporter un grand tour? Ouais, moi je pense qu'il avait ce qu'il fallait pour remporter un grand tour. Après, au fond de lui, je pense qu'il le voulait vraiment. Après, je pense qu'il avait aussi peur des retombées médiatiques, tout ce qu'il y avait autour de ses performances. Et quand tu parles avec lui, il est très content aussi de ne pas avoir gagné le tour, tu vois. Au fond de lui, c'est un sportif, il aime la gagne. Il aurait tellement voulu gagner le tour en 2019, j'en suis persuadé. Mais après, est-ce qu'il aurait assumé tout ce qui se serait passé derrière même lui, je pense qu'il... C'est une autre question. Faudrait lui poser la question, mais je pense pas forcément, tu vois. Il n'aurait pas aimé tout ce qui se serait passé, tu vois. Ok. Et donc, est-ce que le destin a bien fait les choses? Pour lui, sûrement. C'est ce que moi j'y crois en tout cas. L'année 2021 est un peu plus compliquée pour toi, mais tu te rattrapes en 2022. J'ai noté la troisième place du Tour des Flandres, derrière Mathieu Van Der Poel, Dylan Van Baarle, ou alors devant Pogacar au sprint, pour le coup. Parle-nous un peu de cette course, je sais que c'est une qui était marquante dans ta carrière. Ouais, moi, c'est ma première vraie performance dans les classiques. Enfin, c'est cette course-là qui m'a dit que... Enfin, où je me suis dit que je pouvais faire des belles choses sur les classiques. Bah ouais, c'était moi un objectif. Le Tour des Flandres, forcément... C'est la grosse course des classiques belges. C'est un peu le Tour de France sur une journée en Belgique, quoi. C'est un jour férié là-bas. Enfin, tout le monde regarde. Enfin, c'est un jour férié entre guillemets, comme c'est un dimanche, mais tu peux être sûr qu'il y a tout qui est fermé. Et que sur le parcours du Tour des Flandres, t'as tous les Belges qui sont sortis. Et ouais, moi l'objectif c'était faire la meilleure perf possible. De là aller jouer un podium, j'y croyais. Au fond de moi, mais entre le croire et le faire. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Enfin, je me sentais capable de pouvoir faire une belle perf. Après, de là faire un podium, je pense pas. Et en fait, ça s'est fait marrant. Tu vois, il y a dans le gros monde du Tour des Flandres, dans le Koppenberg, je vire en tête en bas, et puis il y a Van Der Poel qui me passe. Et après, du coup, je m'accroche à Van Der Poel. Ensuite, Pogacar me passe. Je m'accroche dans la roue de Pogacar. Et en haut, on sort tous les trois. Et donc là, déjà, moi, j'étais à fond complet. Et il me demandait de passer des relais. Je passais des petits relais. Je passe parce que c'est les champions à côté de moi. Et que moi, j'ai pas envie de paraître le mec qui passe pas de relais, tu vois. J'y vais, les mecs, mais c'est chaud, là. C'est exactement ça. Du coup, je m'accrochais tous les monts. Puis à un moment, ils sont partis. Et on est revenu sur deux coureurs, sur Van Baarle qui était échappé avec un autre coureur.
Et donc là, après, nous, on s'est retrouvés. Il y avait les deux qui étaient devant et nous, on était deux derrière. Et puis, ils se sont complètement regardés dans le dernier kilomètre. Et en fait, on est rentré sur eux à 400 mètres du sprint, tu vois. Et moi, j'ai lancé mon sprint. Van de Baarle me passait plus de relais depuis 2 kilomètres. Et du coup, j'étais là, je dis, vas-y, avance, c'est ta seule solution de faire un podium parce que l'autre va te battre. Parce que lui, il avait déjà eu des grosses perfs et moi, j'en avais pas. Donc, je sais pas, je les ai vus arrêter. J'ai fait mon sprint à 400 mètres. Puis là, à 100 mètres de la ligne, je suis obligé de me rasseoir. Alors que pourtant, j'ai été passé devant les deux. Mais ça a duré une demi-seconde, tu vois. Je suis passé et hop, rassis. Et puis, ouais, finalement, je vais faire troisième, quoi. T'as manqué, tu penses, un tout petit peu? Ouais, il m'a manqué un peu de tout. J'avais mal aux jambes, j'avais mal partout. Et après, voilà, je pense que ce jour-là, le plus fort a gagné. Point final. Hein. Classique. Putain, le fait de se rasseoir à 100 mètres, là, comme ça. Mais tu peux plus. Tu crampes du dos, des bras, des jambes. Et, tu cherches toute la respiration possible, inimaginable, quoi. Tu penses que t'as lancé trop tôt, peut-être? Ouais, mais je pouvais pas me lancer plus tard parce qu'après, eux, ils auraient lancé leur sprint, tu vois. Donc, fallait les devancer, mais les devancer au bon moment. Et après, c'est tellement de l'instinct. T'es là, tu vois le truc, tu dis, allez, go. Faut pas non plus se poser des questions parce que sinon, là, c'est trop tard après, quoi. T'en as parlé, puis tu expliquais la notion de classique ardennaise, flandrienne et tout, et c'est lesquelles que tu préfères, toi? Moi, je préfère les flandriennes pour l'ambiance, l'atmosphère. Après, mes résultats, j'ai été le plus régulier sur les ardennaises. Mais c'est vrai que les flandriennes, c'est quand même un monde tellement différent que les ardennaises. T'as pas l'impression, t'es dans le même pays, mais t'as pas l'impression de faire les mêmes courses, quoi. Il y en a un, il y a du public à bloc, les gens sont à fond et c'est vraiment la fête. Et moi, c'est comme ça que je vois le vélo, tu vois. Les gens, ils sont là, ils font la fête, et puis l'autre, ça fait plus sérieux et c'est plus long. Et en fait, t'as toujours les meilleurs qui sont devant, tu vois. Alors qu'aux flandriennes, t'as vraiment l'aspect tactique, tu peux devancer. T'as les monts, c'est plus court, c'est plus sympa et plus marrant à faire, quoi. Ça te correspond plus, tu penses? Je pense pas parce que j'en sais rien. Les deux me correspondent bien. Après, les Ardennaises, je pense, me correspondent peut-être mieux en termes de profil, mais je prends beaucoup plus de plaisir sur les flandriennes. Quelqu'un dit un truc dans le chat, je vais te faire confiance, hein, j'espère que t'as pas fake news. Quelqu'un a dit, Wout van Aert a dit que s'il était directeur sportif, il recruterait Valentin pour des classiques, qu'en pense-t-il? Ouais, c'est vrai, il m'a dit ça. Il a dit ça. Merci, Kajuchan. Non, parce que je pense que j'ai un peu le même profil que lui, entre guillemets, et sauf que lui, il est meilleur dans tout par rapport à moi. Mais il voit la course de la même manière, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va aller me placer ou aller frotter n'importe quand, n'importe quel moment. Je veux pas prendre ce risque-là parce que je le trouve inutile et que j'en vois aucun intérêt et que rien que pour moi, pour ma santé, pour la santé des autres coureurs, je veux pas faire le débile à faire n'importe quoi. Et lui, il a exactement cette même optique. Et puis après, je pense que je suis quelqu'un qui va m'accrocher. Je suis pas le meilleur dans n'importe quel domaine, mais tu vois, je suis quelqu'un, je trouve, de fiable. Où, tu vois, je peux être utilisé dans n'importe quel scénario de course. Ouais, configuration, ouais. Et donc lui, je pense qu'il a dû se dire, ce mec-là, il passe un peu partout. Donc si je monte mon équipe, je le prendrai comme ça, il me servira un peu partout. Ce sera pas le mec qui me gagnera 10 courses à l'année, mais c'est le mec qui pourra t'aider à en faire gagner avec les grands leaders, tu vois. Cette année-là, c'est également l'année du Tour de France de David Gaudu qui finit 4e. T'es aligné en tant qu'équipier, tu finis sur ton meilleur classement jusque-là, toi-même, avec une 10e place. Parle-nous de la préparation de ce tour, l'état d'esprit au sein de l'équipe cette année-là. En plus, David Gaudu, vous l'avez dit, vous le connaissez, vous connaissiez depuis tout jeune, c'était comment? Ouais, c'était un peu une surprise. On visait un top 10 au classement général avec David. Et puis là, en fait, on a vite senti qu'il était dans une très grande forme. Et donc, le fait qu'il fasse 4e pendant longtemps, 4-5e du général, on s'est accroché et on s'est dit, pourquoi pas le podium, peut-être. Et finalement, il a échoué tout proche du podium, mais bon, c'est quand même Pogacar, Vingegaard et Geraint Thomas qui venaient gagner le tour avant, qui sont devant lui, donc il n'y a pas à rougir, tu vois. On est sur des noms. Ouais, c'est ça, et puis nous, on était un peu dans cette optique, comme on a pu le voir avec Arkea cette année, quand tu joues la place de top 5 sur un grand tour, en fait, tu as toute l'équipe qui est toujours bien placée devant. Et autour, tu as tout ce qui est aspect voiture, moto. Ça joue tellement que quand tu es dans les 3 premières équipes, tu uses tellement moins d'énergie qu'en 7, 8e équipe, que en fait, toute l'équipe récupérait mieux, était bien mieux. Et puis, tu avais aussi ce petit résultat à la clé, ce top 5 du général qui faisait que tu étais tout le temps bien et que
et que du coup, bah, nous, ça a boosté toute l'équipe, et toute l'équipe avait pris un petit cran, tu vois. Et je pense qu'on avait fait un super Tour de France avec David. Moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs sur ce tour. Et toi, au niveau de ta perf personnelle, au niveau de tes efforts en montagne et tout machin? Ouais, j'avais pris beaucoup de plaisir là-bas aussi. Enfin, c'était moi, mon année où je me suis senti le mieux. En montagne, ça allait bien. Après, tu vois, j'avais pas fait des gros résultats perso sur les étapes de montagne. J'ai été entre 15 et 20, un peu comme chaque année. Mais j'étais là quand il fallait. Et tu vois, ça se passait toujours bien, quoi. Quand David avait un coup de mou, moi, j'étais dans une bonne journée. On avait essayé de bien le ramener à un bon moment. Et donc, ça s'était super bien goupillé pendant toute la course. Et ouais, on avait pris beaucoup de plaisir. Ouais. T'as eu une préparation spécifique pour ça cette année-là? Non, on avait fait prépa d'habitude, un stage normal. Après, voilà, ça a été très bien passé. Pas de blessure, pas de chute. Enfin, ouais, pas de maladie. Enfin, tu vois, tout s'était bien aligné pour que tout se passe parfaitement. Pas de chute. La fameuse. On y revient. Non, c'est ça. On y revient. Non, franchement, beau résultat, 2 Français dans le top 10, ça rend très très bien. L'année d'après, tu finis champion de France. Donc on parlait des champions de France juniors un peu plus tôt. Ouais. Tu as gagné cette fois la course en ligne chez les professionnels. C'était quoi l'histoire de cette course? Ouais, bah, moi, c'est un grand objectif. C'était justement une classique un peu pavée, comme on peut y avoir sur le Tour des Flandres. Donc dès que j'ai su le parcours était là-bas, et que le parcours était difficile, moi, je m'étais mis ça comme un grand objectif. Et la préparation, je l'avais aussi tournée pour être en forme un petit peu plus tôt, que ce soit sur le championnat de France, qui a lieu tout le temps une semaine avant le Tour de France. Donc, je m'étais vraiment focus pour pouvoir être performant à ce moment-là. Et puis, ouais, ça s'était passé exactement comme je pensais. On avait fait une très grosse performance collective avec toute l'équipe. On avait vraiment mis tout en œuvre pour pouvoir être performant. Et on avait passé une course... là, un peu comme au Tour de France l'année avant, tout s'était aligné comme il fallait. Tous les leaders étaient piégés, ils avaient fait un gros effort pour revenir sur nous, et moi, j'avais pas eu besoin de faire du tout d'effort. Et donc, quand je suis parti, personne n'avait réussi à suivre. Et tu vois, tout s'était aligné comme par magie, quoi. C'était le plan. Le plan qui s'était bien passé. On le savoure particulièrement quand le plan se passe bien. Ouais, moi, en plus, c'est ma seule victoire vraiment en solitaire de chez les pros. Donc, j'étais arrivé avec quasi 2 minutes d'avance. J'avais vraiment le temps de profiter. Et sur un championnat de France, il y a énormément de public en plus. Donc, ouais, c'était grave cool. T'as gagné la Bretagne Classique aussi cette année-là? Ouais, juste après, ouais, avec le maillot. Donc, en tant que Breton, gagner la Bretagne Classique, la seule classique World Tour en France, à part Paris-Roubaix, ouais, pour nous, pour moi et pour l'équipe, c'était vraiment incroyable. C'est laquelle la plus belle victoire? C'est en toi le championnat de France ou cette classique? Le championnat de France, pour moi, ça reste quand même un truc. J'ai cet amour pour le maillot bleu-blanc-rouge que j'adore. Et dans le vélo, c'est comme quand tu es champion de France, tu peux courir une année avec un maillot, quoi. Et c'est tellement. Tu représentes ton pays, ça représente tellement de choses que un championnat, c'est hyper intense. Après, la Bretagne Classique, il y avait quand même Van Der Poel qui venait d'être champion du monde la semaine d'avant, qui était présent. Il y avait un sacré plateau au départ, même s'ils n'étaient pas forcément dans les résultats à l'arrivée. Le plateau était... Enfin, c'est ma victoire avec la plus grosse start list, donc fallait pas... Enfin, c'est peut-être ma plus grande perf mondiale entre guillemets, mais par contre, c'est clair que c'est le championnat de France qui m'a fait vivre les plus grosses émotions. C'est assez intéressant parce que c'est aussi l'année où tu fais 5e sur Liège-Bastogne-Liège, et c'est l'année d'après, où tu avais fait ta 3e tour au Tour des Flandres. Est-ce que c'est ce qui t'avait donné la confiance de penser que tu pouvais suivre les meilleurs sur certaines courses? Ouais, c'est grâce à ça que je pense que je gagne la Bretagne Classique, tu vois. Parce que je pense que la Bretagne Classique, sans ça, j'ai pas la confiance, je fais pas l'effort et j'arrive pas à sortir les autres. Donc ça, c'était vraiment fait grâce aux autres classiques. Et moi, je sais que je fonctionne beaucoup avec la confiance, et quand j'ai un doute, je tracasse trop et ça passe pas, tu vois. Donc là, tout s'était bien aligné, je me sentais en pleine possession de mes moyens et tout s'est passé comme je voulais que ça se passe. Donc c'était assez impressionnant. Tu re-signais constamment avec Groupama FDJ justement pour continuer à prolonger l'aventure avec eux. Tu te sentais bien dans l'encadrement? Comment ça fonctionnait dans l'équipe, etc.? Ouais, je sentais que je progressais, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, tant que je progresse, tant que je sens que l'équipe évolue dans le bon sens, t'as envie d'aller chercher la perf encore plus loin et que moi je suis toujours en progression, pourquoi changer? Tant que tu stagnes pas, faut rester au même endroit et essayer voilà, avec la confiance. Moi, je suis quelqu'un qui...
j'ai une parole et eux aussi. Et j'aime beaucoup cet aspect familial au sein de l'équipe qui était très, enfin, tu vois, qui est très important. Et donc, je me sens et je me sentais très, très bien là-bas aussi pour ça. T'as toujours des rapports forts avec Marc Madiot qui était venu te chercher en Gênes pour faire signer? Ouais, je le vois, on le voit très régulièrement, tu vois. Sur tout le Tour de France, il était présent encore. Donc, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Forcément, quand on t'offre ton premier contrat pro, t'as forcément une relation particulière avec la personne. Ton année 2024 est marquée par une chose, les Jeux Olympiques, forcément, à la maison, avec la très belle médaille d'argent derrière Remco. Elle s'est passée comment, la course? C'était quoi un petit peu la stratégie, l'aspect d'être à domicile, le passage dans Paris, etc., qu'on a revécu cette année? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, c'était un bel objectif après le Tour de France. Forcément, dans le Tour, j'avais un peu cette course-là en tête, même si, voilà, pour moi, quand je suis au départ d'une course, je pense qu'à la course, je pensais pas à la course suivante, mais c'est vrai que les JO, à Paris, en France, pour moi, les Jeux Olympiques, ça dit déjà, c'est tellement énorme comme terme. C'est le truc que tu regardes depuis que t'es enfant. C'est l'événement mondial sportif le plus connu presque. Donc, c'était déjà énorme. Et le fait de savoir que ça a été en France, à Paris, tu te dis la vache. Et puis ensuite que le parcours te correspond à peu près à ton profil. Tu fais, ça fait beaucoup de points quand même, donc je vais essayer de me le mettre en tête. Après, il fallait le sélectionner, c'était ça le plus dur presque. On avait que 4 places et les coureurs français marchaient très fort. Il fallait le sélectionner, il fallait prouver aussi que le sélectionneur pouvait compter sur toi et dans quel rôle, etc. Elle s'est passée comment la sélection? Comment t'as reçu le call? Est-ce que c'est un peu genre comme un footballeur qui reçoit pour la Coupe du Monde le coup de fil? Ouais, un peu, c'est un peu comme ça. Hein. Déjà, tu commences, moi, il m'avait appelé, Thomas, il m'avait dit, t'es dans la présélection. Donc voilà, il me dit après, ton profil m'intéresse beaucoup parce que je sais que je peux l'utiliser. C'est une course sans oreillette, peu de participants. Je sais que je peux l'utiliser. Enfin, je sais que tu me pèteras pas dans les pattes si t'es devant. Parce que le but, c'est pas forcément d'avoir le meilleur coureur qui peut te faire gagner. C'est le coureur le plus fiable. Que si tu l'amènes à l'avant, tu vois que tu peux t'en servir et qu'il te servira. Qui reste pas jusqu'à 10 km de l'arrivée devant et que d'un coup il disparaisse et il va faire 10e, tu vois. Là, le but, c'est vraiment d'aller chercher la meilleure perf. Donc, il m'avait dit ça. Après, j'ai été pas sélectionné. Donc, je me dis, c'est à moi de prouver. Et j'avais fait des belles choses l'année d'avant, justement, au championnat de France, sur les autres classiques. Donc, j'y croyais, tu vois. Et puis ensuite, on fait les essais. Bon, c'est comme si c'était les JO à Paris. Tout était sur mesure. Tu fais tous les essais, là. Donc, t'étais là. Donc là, tu te mettais un peu plus dans l'ambiance JO aussi. Et après, pendant le Tour de France, avant le départ du Tour, il me dit, t'es dans la shortlist, mais voilà, c'est pas encore fait, ça va dépendre du Tour. C'est jusqu'à tard quand même. Hein. Ouais, on a appris ça la première journée de repos, tu vois, donc 3-4 semaines avant les JO, quoi. Donc c'est quand même tard. T'as laissé du temps pour travailler un peu le parcours? C'était quoi la stratégie de course pour le jour J? Du coup, comme nous, c'était différent des autres sports, tu vois. Nous, on était vraiment dans le Tour de France. Et le Tour de France, c'est tellement notre événement important sur l'année que tu peux pas le louper, quoi. Donc, on était à bloc dans le Tour. Et puis aussi, tu étais avec ton équipe de marque. Nous, notre équipe de marque, c'est notre équipe qui nous paye. Donc, la sélection, elle nous paye pas, tu vois. Donc, t'as des comptes à rendre à ton équipe et pas forcément à la sélection, même si... La sélection ne paye pas? Non, nous, on n'a rien. Quand t'es sélectionnable, t'as rien du tout, ouais. Pas une prime, un truc? Là, t'avais une prime. Non, on a eu une prime juste du comité olympique. On n'a pas eu une prime de la Fédé. Tu vois, on a eu 0 pour les JO. Donc après, voilà, ça fait partie du jeu. Non, je comprends. C'est juste que pour le coup, là, c'est mon manque de connaissances. Mais je pensais pas que. Non, genre, tu vois, 0 pour courir. Genre, j'en sais rien, mais tu vois, genre même les titres de Julien, on a eu une prime, mais enfin, comparé au foot. Tu retires plusieurs zéros. Oui, c'est pour la forme. Voilà. Pour la forme, on va dire. C'est plus une prime pour la forme. Après, ça fait partie aussi des fédérations. Tu vois, tu as des fédérations qui ont de l'argent et d'autres moins. Dans le vélo, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est aussi normal qu'on ait moins de choses. Mais ouais, pour les Après, JO, évidemment, il y a l'aspect représenter son pays, tout ça, machin. Ça reste puissant, tu vois. Tu fais ça pour ça, tu fais pas ça pour l'argent. Tu fais ça pour représenter le pays, parce que aussi, pour toi, tu vois, c'est tellement beau, c'est tellement une chance de pouvoir le faire. Évidemment. Faut le faire comme ça, quoi. Il y avait une stratégie de course en particulier pour ce jour-là? Est-ce que le coach avait imaginé quelque chose sur mesure? Le briefing. Le briefing, il avait duré... On avait fait 2 briefings différents, tu vois, 2 jours d'affilée. Donc, c'était vraiment un briefing qu'on avait travaillé depuis longtemps, que Thomas, il avait en tête aussi. Je pense que dans sa sélection, avec les coureurs qu'il avait, il savait qu'est-ce qu'il allait en faire de chaque coureur. Parce qu'il n'y avait que 4 coureurs. Donc, 4 coureurs, faut que tu aies vraiment des rôles très précis. Il y avait qui avec toi?
Bah, il y avait Julien Lafilippe, Ouais. Christophe Laporte et Kevin Vauquelin. D'accord. Donc on était tous les 4. Et on avait travaillé un peu en binôme. Donc moi j'ai été avec Kevin et Julien avec Christophe, qui étaient les 2 coureurs les plus rapides. C'était Ouais. les 2. Et puis t'avais Kevin et moi, on était les deux entre guillemets moins rapides, mais qui avaient une chance aussi sur un petit groupe, en petit comité. Et puis aussi qui pouvaient anticiper, tu vois, les mouvements tôt, des rouleurs, des mecs qui coincent pas. Donc en fait, nous, notre but, c'était vraiment d'anticiper la course juste avant le circuit sur Paris, de rentrer dans un groupe avec Kevin, déjà d'attaquer pour stimuler le début de la course. Ensuite, on devait se cacher parce qu'on savait très bien que les équipes, ils allaient un peu se marcher dessus, tu vois. D'accord. Et puis attendre le bon moment pour suivre une bonne vague. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On est sorti avec un groupe. Enfin, moi, j'étais avec un groupe, on était genre 7-8, tu vois. Et on a anticipé le mouvement. Et puis derrière, Christophe et Julien, eux, ils avaient juste à suivre les leaders, tu vois. Comme on avait le coup d'avance avec les bons coureurs devant, eux, ils avaient juste à se dire, attendez, ramenez-moi, genre les Van Der Poel, les Van Aert et les Remco, tu vois. Et donc, si jamais on est là, ouais. Et comme ça, eux, ils nous ramènent devant. Et puis eux, ils ont usé une cartouche de plus que l'équipe. Et puis nous, on se retrouvera en surnombre. C'était un peu le but. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire, tu vois. Et je me suis retrouvé devant, sauf que Remco, il est rentré tout seul. Et donc là, j'avais qu'une chose en tête, c'était de le suivre. Quand tu vois arriver Remco tout seul comme ça, là. Et puis il venait de gagner le contre-la-montre, il venait de faire troisième du tour. Je suis oh la vache, là, ça va être chaud. Et bon, j'avais qu'une chose en tête, c'était Sarrou, tu vois. J'ai mon point de visu, c'était Sarrou. Tu regardes que Sarrou et tu regardes rien d'autre que Sarrou. Donc à ce moment-là, sans oreillette, tu te dis ok, c'est lui que je dois suivre. Là, lui, il va tirer jusqu'à l'arrivée. T'inquiète, tu savais vite, hein, tu le voyais qu'il se battait comparé aux autres. Donc je disais, ça va être lui. Et lui, plus j'arrive à m'accrocher à lui, plus je me rapproche de la médaille. Après, derrière, pour moi, il y avait un vrai peloton. Et enfin, je pensais pas qu'on allait faire ça, tu vois. Et puis derrière, du coup, on avait Christophe derrière et les consignes, il lui disait, roule pas. Donc lui, il arrivait frais à l'arrivée, il fait son sprint et puis il gagne. On fait deuxième et troisième, donc c'était un super moment, ouais. Et toi, quand t'arrives vraiment deuxième... Bon, déjà, un petit mot, la rue Le Pic, la fameuse. Ouais. C'était vraiment marquant, l'atmosphère, l'ambiance dedans. C'était un petit choc, hein, parce qu'on avait fait la Roco, on avait fait en circuit fermé la Roco, tu vois. On savait que c'était un peu l'élément phare du circuit des Jeux Olympiques, tu vois, une petite montée pavée, t'arrives, mais après, on savait pas qu'il allait y avoir autant de monde, quoi. Et tu rentres dedans en course, et là, tu fais, le choc. T'es galvanisé ? Ouais, c'est plus au début, c'était vraiment la surprise que tu fais, la vache, il y a vraiment du monde. Et puis après, ensuite, je fais le premier tour, j'étais dans l'échappée, donc là, je me faisais un peu discret, j'étais vraiment focus sur ma course. Deuxième tour, je suis avec Remco, donc là, ça booste. Puis troisième tour tout seul, donc là, j'entendais vraiment mon nom, et donc là, ça m'a vraiment poussé, tu vois. Et quand tu franchis la ligne d'arrivée deuxième, que tu sais que tu l'es, ouais. c'est quoi le feeling à ce moment-là ? Là, au début, c'est la surprise. Vraiment, je m'attendais tellement pas à faire ça que t'arrives sur la ligne, tu fais deuxième, et puis là, t'as tous les médias, là, pareil, qui te tombent dessus. Et là, tu fais, même moi, là, dans ma tête, je dis, mais ça se trouve, la course, elle est même pas passée à la télé, genre, personne ne sait. Ma famille, je sais même pas où est-ce qu'ils sont. Et puis ensuite, je les vois au bord de la route, je fais, ils sont là, tu vois, c'est le premier truc, mes amis, ma famille. Tu vois, c'est incroyable ta course. Ouais, mais t'as réussi à la voir, tu vois, parce que je savais qu'il y avait la télé, mais eux, fallait qu'ils arrivent à suivre la course. Évidemment. Et ils m'ont dit, ouais, c'est bon, on a vu à bloc, c'était trop bien. Et je fais, ouais. Et moi, j'étais là, trop content, tu vois. Et puis après, il y a Christophe qui arrive, on profite avec l'équipe et c'était un super moment. Mais surtout, l'aspect JO devait rendre le truc décuplé par rapport au Tour de France, même, non ? Parce que JO, ça doit encore être un autre niveau de... Ouais, en termes de médias, je pense que c'était à peu près pareil, tu vois, au niveau de l'arrivée. Mais par contre, c'est tout ce qu'il y avait eu après, tu vois, genre le Club France, les médias, on a fait je sais pas combien de médias pendant 2 jours, mais vraiment, on n'a pas arrêté, quoi. On arrive au Club France le soir et on nous dit directement, là, tu passes à 22h30 là-bas. Donc, tu arrives là-bas au Club France et là, t'avais tout qui était timé, t'avais tous les télés, les radios en direct. Et ensuite, t'avais la famille qui était là. Je leur ai dit, prenez à boire, je vous paye un coup à boire à tout le monde. C'est pour moi. C'est pour moi, mais j'ai même pas pu trinquer avec eux. Tu vois, j'ai fini, il était 1h30 du mat, tous les médias. Ouf. Et donc, on a trinqué. Moi, j'étais vraiment fatigué. Le fameux drapeau breton qu'on voit partout. Fallait le sortir. Évidemment, faut représenter. Et puis le lendemain, pareil, on se couche, fallait retourner à notre logement. Et on se recouche. Et moi, à 8h30, je devais être en direct encore à la radio. Donc
la nuit a été courte et puis on a été reparti sur une journée complète de médias. Ça avait fait 2-3 jours. Donc ça, tu vois, comparé au Tour, c'est le jour et la nuit, quoi. Je pourrais jamais trouver un truc aussi gros que ça, quoi. On a parlé de tout ça. On va repartir un petit peu plus sur de l'actu. Après, je vais te demander aussi des opinions sur des sujets. Tu viens de finir ton 6e Tour de France. Comment tu le vis, celui-là, à chaud? C'est quoi ton ressenti? C'est une déception. Après, moi, mon rôle sur ce tour, il était un peu différent des derniers tours. Là, j'étais vraiment en tant qu'équipier pour mes leaders. Donc, forcément, dans la tête, tu le prépares pas de la même manière. Donc, c'était essayer d'aider Romain et essayer d'aider Guillaume au maximum. Donc, notre objectif, c'était vraiment de gagner une étape et de faire top 10 du général. On a fait beaucoup de top 5, on était proche du top 10 pendant longtemps avec Guillaume. Et puis, finalement, il va faire 15e ou 16e du général. Donc, c'est un peu une déception. C'est pas forcément le meilleur tour du tout en termes de résultats qu'on a vécu. Après, on a été régulier. Je pense que voilà, on vise le tour pour faire les meilleures perfs possibles. Mais je pense que ça va nous servir pour la suite et ce sera une très bonne base de travail pour rebondir et pour aller chercher des gros résultats avec les prochaines courses. Parmi les spectateurs, beaucoup ont qualifié ce tour d'ennuyeux. Toi, de l'intérieur, comment tu l'as vécu? Il n'était pas ennuyeux pour nous. Est-ce qu'il roulait tellement vite que t'étais tout le temps à fond? Ah non, c'était assez incroyable. C'est que d'habitude, t'as toujours au moins 2 étapes un peu cool où je dis pas que tu récupères parce que tu récupères jamais sur le tour, mais où justement tu peux un peu souffler mentalement, physiquement et tu laisses un peu la place aux autres, tu vois. Et là, en fait, on n'a jamais eu ça. C'était des bagarres sans cesse. Le fait que Pogacar t'avais une première semaine, comment dire, très puncher avec d'arrivée ou très peu d'écart. Donc en fait, t'avais beaucoup de coureurs qui étaient classés dans le même temps ou très proches, tu vois. Ce qui a fait que tu avais une vraie bagarre tous les jours pour le placement, pour les résultats. Et ensuite, on est vite arrivé sur les étapes de montagne. Et là, c'était un peu la surprise. Tu dis, est-ce que Pogacar est plus fort que Vingegaard ou inversement, tu vois? Et donc là, Pogacar, il a mis un gros coup sur le tour. Ce qui a fait que derrière, tout le monde a dit, bon là, Pogacar est beaucoup plus fort, donc il n'y a pas d'autre choix pour aller gagner, c'est de faire des échappées. Ouais. Et sauf que du coup, t'avais tout le monde qui voulait dans les échappées, t'étais face à des grands leaders. Et c'était très contrôlé, j'ai vu les attaques. Et ça allait à bloc, mais je pense que sur les 15 premières étapes, il y en a 12, la première, il y a plus de 50 de moyenne. Donc, en fait, c'était tout le temps à fond pour prendre les échappées. Et ce qui fait que c'était... prendre l'échappée, c'est bien, c'est important, mais on s'en fout, nous, de prendre l'échappée. Le but, c'est pas de prendre l'échappée, c'est d'être devant pour jouer la victoire. Okay. Donc, c'est d'être devant avec le moins d'énergie dépensée possible. Parce que si t'es devant, t'es dans l'échappée, mais t'es dans les 5 premiers à péter, y a aucun intérêt à avoir quelqu'un dans l'échappée, tu vois. Et c'est ça le bon compromis à trouver. Et donc, nous, dans nos rôles, on était à chaque fois quelques coureurs à devoir essayer de prendre l'échappée, mais fallait qu'on maîtrise, tu vois. On avait des endroits au briefing où on devait être focus pour pas louper ces endroits-là pour pouvoir être devant à ce moment-là. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux, et je pense qu'on avait bien réussi. On n'a pas beaucoup loupé d'échappée, mais après, voilà, on a été dans les top 10. Il a manqué un peu de réussite pour la victoire. Est-ce que, selon toi, le cyclisme devient de plus en plus dur chaque année? Maintenant que ça fait presque une dizaine d'années que tu es professionnel, etc. Ouais. Est-ce que c'est ton constat? C'est pas plus dur. Le Tour, ça a toujours été dur. Ça a toujours été très dur. Tu finis toujours dans le même état de fatigue. C'est juste que là, tu vois, t'as vraiment pas d'arrêt, quoi. Donc, en fait, t'as fini... c'était plus de la résistance mentale et physique qu'autre chose. Après, t'as 2 grands coureurs, on est dans une période très faste pour le vélo. T'as les partenaires qui arrivent à bloc, on le voit encore avec l'équipe Decathlon G2R qui va doubler son budget l'année prochaine avec un nouveau partenariat. Ouais. En fait, t'es dans une vraie période faste pour le vélo. Et du coup, faut essayer de réussir à maîtriser tout ça, tu vois. Donc là, on est en pleine expansion, quoi. T'en penses quoi, toi, de cette super équipe un peu française, peut-être qui s'annonce? Quelqu'un l'a posé dans le chat avec Paul Sexas, tout ça. C'est bien. Après, voilà, c'est ce que je dis. Paul Sexas, c'est un très grand coureur, un futur très grand coureur. En tout cas, je lui souhaite de gagner le Tour, d'avoir un maximum de victoires. Après, pour moi, il faut aller étape par étape. Il a montré de très belles choses. De là, il a gagné le Tour encore. Il y a encore beaucoup de choses à prouver. La pression, j'espère pour lui que son équipe et les médias lui mettront le moins possible pour commencer. Parce qu'à 19 ans, il a beau être mûr, il a beau être très très fort, faut réussir à l'assumer, et que la pression médiatique, je pense que tu dois savoir, c'est pas facile. Et je lui souhaite vraiment de réussir. Après, la super team, 40 millions, c'est bien, mais ça se trouve, il faudra plus, et il faut qu'il reste dans l'équipe aussi. Donc je lui souhaite de rester, et je souhaite aussi à l'équipe, s'ils veulent
qui reste là-bas, que tout le monde arrive à obtenir ça, mais pour l'instant, ça va pas être simple pour tout le monde. À titre personnel, tu n'as pas encore gagné d'étape sur Non. le Tour en 6 participations. Est-ce que ça commence à peser dans ta tête? Ouais, je viens là-bas pour gagner à chaque fois, parce que sinon je serais pas sur le Tour, j'irais faire autre chose. Et ouais, j'ai fait deuxième d'étape, là, pas mal de top 10 sur les étapes du Tour, donc c'est pesant, mais après, ouais, c'est pas que je me fais un blocage, mais j'ai vraiment envie de gagner sur le Tour, et du coup, des fois, je fais un peu n'importe quoi, mais ça fait partie du jeu, et après, c'est à moi d'analyser et aussi avoir la réussite au bon moment, tu vois. Tu penses que c'est une histoire de quoi? Une histoire de jambes, de mauvais timing, de chance, de mauvaises décisions? Bah, franchement, je dis vraiment pas ça pour ça, mais l'année dernière, j'étais dans les échappées. J'ai fait genre 6 échappées l'année dernière ou 7, et les journées où ça joue la gagne, c'était presque mes journées où j'étais le moins bien. Ok. Et les journées où j'étais super bien, bah, ça jouait pas la gagne. Je dis, c'est pas possible. Et j'avais l'impression que ça tournait jamais bien. Et puis après, donc ouais, faut de la réussite autour. De toute façon, quand t'as que des champions, tu vois, là, cette année, il y avait quoi, 2 ou 3 étapes vraiment accessibles pour les échapper. Bah, quand t'es dans une équipe comme la nôtre, c'est une petite équipe. Maintenant, on est, tu vois, 13e, 14e budget. Bah, faut être réaliste. On part au Tour pour viser la victoire, oui, mais c'est pas notre objectif numéro 1. L'objectif, c'est de faire des top 5, et c'est notre niveau actuel. Le niveau de l'équipe, c'est de faire des top 5. À un moment donné, avec la réussite, s'il y a tout qui s'aligne, tu iras gagner, et là, ce sera top. Il y a une étape cette année où tu as eu les jambes pour le faire, mais où tu penses que tu as loupé le coche? Cette année, ouais, bah après, j'ai eu pas mal d'étapes où je me sentais super bien, tu vois. La dernière à Pontarlier, l'avant-dernière à Pontarlier, j'avais vraiment des très bonnes jambes. On avait Romain devant qui était aussi notre meilleure carte pour ce final. Donc pour nous, bah, c'était très bien. Mais tu vois, derrière, je me sentais bien. Après, bah, la dernière étape aussi, je me sentais super bien à Paris, tu vois. Ouais. Mais avec la pluie, ça m'a tétanisé. Pas envie de... Je dis pas envie de tomber, mais en fait, ça s'est fait... On connaissait pas trop le circuit, même si moi, je connaissais la montée, mais je connaissais pas le circuit. En fait, tu t'es rendu compte que ça a cassé, et qu'avec la pluie, tu faisais pas 20 secondes sans arrêter de pédaler avant un virage. Donc en fait, c'était impossible de rentrer sur la tête. Donc on a appris de ce circuit. L'année prochaine, on l'abordera d'une autre manière. Tu vois, dans notre briefing, on n'avait pas un coureur pour nous placer. C'était un peu chacun fait son truc avec le sprinter. Donc en fait, si t'avais pas le mec pour te placer au bon moment, bah, c'était impossible de pouvoir être dans les 20 premiers en haut de Montmartre. Donc en fait, tous les coureurs de l'équipe, on a tous doublé du monde dans la montée. On n'a jamais réussi à les basculer, tu vois. Donc là, on a fait des petites fautes. Bah, tout le monde a fait des fautes, coureurs comme staff. Donc tu vois, c'est des détails qu'on reproduira pas pour les prochaines années. Toi, t'as envie de revoir Montmartre? Bah, sur le coup, j'ai été énervé. J'ai dit, putain, sous la pluie, il n'y a aucun intérêt à faire ce truc. Enfin, c'était vraiment horrible, quoi. Tu tapes 3 semaines de Tour, et là, tu vas faire un critérium dans Paris avec des virages sur du pavé. J'ai vu des chutes partout. Même les mecs, ils tombaient tout seuls. J'ai dit, mais il est où le plaisir, là? Après, voilà, on est au mois de juillet, il fait beau. Normalement, il fait beau, donc normalement c'est cool. Hein. Non, après, c'est une vraie fête populaire, et moi, j'ai vraiment adoré le passage dans Montmartre. Moi, j'espère, oui, que ça se reproduira. Est-ce que tu as l'impression que le vélo devient un sport trop calculé, entre guillemets, où tout est optimisé, prévisible, avec tu vois, l'obsession des watts, des capteurs, des datas et tout? Est-ce que ça tue un peu un truc? Bah, c'est professionnalisme maintenant, c'est ça le truc. Oui, ça tue. C'est plus la même génération du vélo même de 2019, 2020 de Thibaut, et encore moins d'avant. Enfin, oui, c'est plus pareil, mais il y a une pression, il y a tellement de moyens maintenant dans le vélo. Plus tu as d'argent dans un sport, plus tu as des résultats qui sont demandés. Et donc, bah, plus tu es obligé de tout faire mieux partout et aller chercher justement la performance dans tous les domaines. Donc, oui, tu as plus ce cyclisme à l'instinct comme tu peux l'avoir. Tu as certains coureurs qui essayent de l'avoir, mais ils sont juste trop forts. Donc, tu peux plus faire n'importe quoi parce qu'après, bah, tu as soit un retour de ton directeur sportif. Putain, pourquoi tu as fait ça? Et en fait, tu as une pression supplémentaire qui est beaucoup plus présente qu'avant. Donc oui, ça a changé et ça rechangera, mais c'est aussi, ça reste dû à la pression des sponsors et à l'argent qui rentre dans le vélo. Donc c'est un point positif comme négatif pour tout. Ouais. Tu as pas mal parlé du budget, notamment du vôtre, Ouais. qui était plutôt dans les 13, 14e. Il y a les grosses équipes, Jumbo, UAE, Ineos et tout. Avec leur budget supplémentaire, qu'est-ce que tu penses, ou alors que tu sais, parce que tu es dans le peloton, qu'elles font, mais que vous ne faites pas, ou que vous pouvez pas, ou bref, et qui fait la différence selon toi?
Bon, il y a plein de choses. Déjà, pour les coureurs, pour commencer, bah, tu payes les coureurs. Après, il faut savoir aussi, c'est que nous, on a 14-15e budget, mais on paye toutes nos charges patronales en France. Et en fait, tu vois, sur 25 millions, tu utilises 13 millions, quoi. Ouais. Sinon, le reste va à l'État. Je capte. Et eux, bah, quand tu es dans des Émirats, tu as 80 millions ou 50 millions. Ces 50 millions, allez, sur les 50, on a peut-être 45 qui sont... donc en fait, c'est même pas 2 fois, c'est 4 fois plus de budget. Donc à partir de là, bah, tu fais tout de plus. Hein, C'est une réalité aussi au football, où, désolé je t'ai coupé, mais où... Mais oui, c'est exactement pareil. Au 1 million de salaires payés en France, effectivement, tu as plus de cotisations. Après, c'est notre modèle qui est comme ça. C'est notre modèle qui est comme ça. Il a ses bonnes choses et tout ça. Et par exemple, c'est vrai que le million payé en Allemagne ou en Liga ou en Serie A, où des fois même ils ont des régimes fiscaux spéciaux, ça va coûter 1,1 million, là où ici ça va coûter 1,8 million, et tu fais ça sur tout un effectif. Donc je comprends ce que tu dis. C'est exactement ça. Et que dans le vélo, tu n'as pas de droit télé. Donc c'est que de l'argent de partenariat. Et donc en fait, bah, ouais, le niveau, il n'est pas du tout nivelé entre les équipes françaises et les équipes étrangères. Et que pour moi, s'il y a un truc à faire, tu vois, dans les années futures, c'est essayer de mettre tout le monde sous le même régime, parce qu'on fait tous le même championnat, tu vois. Donc après, bon, voilà, j'en sais rien, ce qui va être fait, se mettre un salary cap comme tu peux en avoir. T'as plein de choses qui sont dites, c'est impossible à faire, parce que tu vas avoir des magouilles à droite à gauche avec tous les autres pays que tu pourras jamais utiliser. Donc l'objectif, c'est plus d'essayer d'avoir des charges similaires entre toutes les équipes. Ouais. Que au moins bah, tu puisses avoir une égalité, et puis qu'on puisse voir vraiment la différence de budget entre chaque équipe. Et puis après, ouais, eux, qu'est-ce qu'ils font en plus? Ce que j'allais dire dans les pratiques purement. Bah, quand tu as plus de budget, tu as plus de staff. Tu peux mettre beaucoup plus d'argent dans la recherche, dans le développement, enfin tu vois. Dans le matos peut-être. Dans le matériel, enfin ouais, il y a tout qui peut être utilisé. Nous, on fait tout très bien, tu vois. Mais tu vois, bah, niveau médical, on a un médecin qui est salarié, c'est tout. Alors que il y en a, ils ont 5 médecins, donc des fois, tu es sur 3 fronts différents. Nous, autrement, c'est que des vacataires. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des vacataires, loin de là, parce que les vacataires, ils sont aussi performants que les autres, mais tu vois, tu es obligé de tout compter à droite à gauche. Et bah, niveau nutrition, pareil, tu vois, tu comptes aussi sur les dotations des partenariats, alors qu'il y a d'autres équipes, je suis sûr qu'ils achètent, ils n'ont pas de problème, ils achètent les meilleurs trucs. J'en sais rien, tu vois, sur le Tour de France, il y a des équipes, ils avaient des camions réfrigérés qui donnent des bidons d'eau froide, enfin vraiment gelée aux assistants 1 heure avant le passage des coureurs, qui fait que bah, eux, au bord de la route, quand il fait 40 degrés, ils ont un bidon qui est vraiment hyper froid et qui permet de rafraîchir la température corporelle, alors que nous, bah, les pauvres assistants, ils vont chercher des glaçons partout, ils mettent tout dans des grosses glacières. Et tu vois, c'est l'organisation qui est supplémentaire. Et donc, en fait, tu passes plus de temps à faire plein d'autres choses pour avoir des bidons qui sont 5 degrés plus chauds que les autres. Et donc, en fait, c'est plein de petits détails comme ça sur tout qui fait que ouais, je sais pas, ouais, que tu as moins de moyens pour tout faire, quoi. L'addition de gains marginaux ici, plus ici, ouais. Et puis, bah, niveau staff, ouais, c'est pareil, tu vois. Enfin, tu peux tout optimiser mieux, tu as toujours moyen de faire plein d'autres choses mieux. Et genre, tu vois, bah, y en a qui avaient des bidons, là, pendant le Tour de France, où ils avaient vraiment, genre, tu sais, comme des granités, tu vois, d'eau froide. Donc, en fait, tu mettais vraiment ton corps au froid très rapidement. Donc, ça, c'est un peu la nouveauté du Tour cette année qu'on a vu. Mais nous, on pouvait pas avoir ça encore parce que bah faut attendre, et puis tu vois, le développement, tu peux pas l'avoir tout de suite. Après, tu as la même chose avec les affaires, les tenues de vélo. Si tu as nous on a notre partenaire et on a toutes nos tenues qui sont avec le partenariat, mais tu as des équipes qui achètent les meilleurs produits, qui les stick avec le partenariat. Mais nous, tu peux pas faire ça avec 30 coureurs de l'effectif, ça coûte beaucoup trop d'argent. Donc tout ça, plus ça, bah, qui fait que t'as pas froid, et donc qui fait que à la fin, tu peux développer ta pleine puissance, quoi. Je capte. C'est vraiment intéressant, cet aspect de différence, tu vois, dans les moyens et dans les pratiques. Ouais, oui, c'est ça. Après, le fonctionnement, il reste le même sur chacun, tu vois. Les nutritionnistes, nous, on en a on en a 2 maintenant. On a un vacataire 3, mais il y a, tu vois, des équipes comme Visma, ils en ont 8. Ils ont un suivi au quotidien, ou 8 ou 10 même. Et en fait, ils ont 3 coureurs, donc ils ont un suivi au quotidien tout le temps avec le coureur sur l'entraînement. Et ils leur disent qu'est-ce qu'il faut manger tous les jours, alors que nous, bah, jamais de la vie, notre nutritionniste, il peut... Ah ouais? Bah, il nous aide, tu vois, mais il peut pas suivre 30 coureurs. Donc t'es encore majoritairement, toi, tu te fais toi-même... Moi, je fais mon truc moi-même à manger. Après, tu vois, niveau glucides, lui, il va me conseiller sur les parties importantes de ma saison, tu vois.
Mais après, non, nous, on se débrouille tout seul parce que tu peux pas te permettre d'avoir un mec qui te dise quoi manger, quoi boire tous les jours. On n'a pas le budget pour ça, tu vois. C'est intéressant, ça. Et... je pensais que vous étiez plus suivi, tu vois. Là, c'est mon manque de connaissances, mais je pensais pas qu'il y avait une partie freestyle. Ouais, bah après, t'es chez toi, donc en fait mais chaque coureur de chaque équipe, il est libre de faire ce qu'il veut tout le temps, en fait, parce que t'as personne du staff chez toi, tu vois. Donc après, t'écoutes ou t'écoutes pas ce qu'on te dit de faire, tu vois, ou ce qu'on te conseille. Mais oui, t'es vraiment très libre dans notre sport. Pas comme dans le foot où là, bah, ils vivent tous au même endroit et t'as le staff qui est directement accroché. Nous, on vit chacun dans notre maison partout dans le monde. Donc tu peux pas avoir un staff tout le temps qui est là. Tu penses que ce serait viable pour une équipe d'avoir tout le monde regroupé à un endroit, qui vit tout le monde au même endroit? Je pense que c'est un câble. Moi, je pourrais pas. Après, j'ai toujours vécu comme ça, donc je pourrais pas me dire. Mais oui, en soi, ce serait viable. Mais après, niveau famille, tu vois, moi, j'ai ma compagne et elle travaille, elle a son boulot et pour moi, c'est aussi important qu'elle s'épanouisse dans ce qu'elle fait. Bien sûr. Que de suivre le coureur partout. On a moins de moyens que dans le foot, tu vois. Donc, dans le foot, oui, peut-être que les femmes peuvent suivre et même, je sais qu'il y en a qui travaillent. Mais moi, je sais qu'elle serait pas heureuse à me suivre partout et elle a envie qu'on l'appelle par son nom et son prénom et par rapport à ce qu'elle fait que moi, tu vois, la femme 2, je peux comprendre que c'est un peu saoulant, quoi. Et petite question, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui le demande dans le chat. Est-ce qu'à votre niveau, il y a encore des différences purement sur le vélo entre des tops et des moins tops, ou à votre niveau, c'est à peu près tous les mêmes vélos, il n'y a plus trop de diff? Ouais, le niveau du vélo, forcément, t'as des grandes différences. Enfin, t'as des grandes... Est-ce que Guillaume Martin et Pogacar, entre leurs vélos, concrètement, il y a des diffs, tu vois? Bah, normalement, non. Oui, il y a des diffs sur le ressenti de chaque vélo, forcément. Après, bah, chaque marque, nous, on a notre partenaire, Villiers, qui fait son maximum pour nous obtenir son meilleur vélo. Et tu vois, dès l'année prochaine, on a un nouveau vélo encore qui sort. En fait, tous les 2-3 ans, tu crées un nouveau vélo. Donc après, chaque marque essaie de sortir le meilleur vélo tout le temps. Donc tu as des décalages, tu vois, entre notre ancien, notre vélo actuel et le nouveau. Je pense que tu auras un décalage, mais il se nivelle tous les 2-3 ans, tu vois. Donc en fait... chacun va prendre le meilleur de chaque vélo, et puis c'est que de l'analyse. Après, ça, c'est les boîtes entre elles qui font leur truc pour essayer de se dire qu'ils ont le meilleur vélo de tout, tu vois. On a, pour moi, un des meilleurs vélos de contre-la-montre, mais ils ont mis 1 an à le faire, et ils peuvent pas se permettre de faire 3 vélos en même temps, tu vois. Ouais, logique. Même pour leur marché, ils pensent à notre performance, mais ils pensent d'abord à leur boîte et à leur marché, vélos, tu vois. Logique. Si tu me fais un vélo tous les ans, bah, pas sûr que tu vendras des vélos... tu vois, tu peux pas. Les gens achètent pas un vélo comme ça par an, quoi. Donc, tu es obligé de faire tous les 2-3 ans pour donner l'envie aux gens de racheter le nouveau vélo. Et après, ça, c'est des études de marché. Hein. Tu as été pro jeune, mais là, maintenant, on voit des mecs de 19, 20 ans claquer des monuments assez tôt. Tu penses que ça va trop vite, qu'on grille des étapes, qu'on pousse les jeunes à la limite, ou alors c'est le sens de la marche? C'est dur à dire, tu vois. Après, pour moi, c'est le vélo actuel, c'est ça, et il faut faire avec. Après, ça a des bienfaits et ça a des gros défauts. Mais moi, j'ai peur qu'il y en a qui fassent des gros burn-out parce qu'ils ont l'habitude de tout gagner très jeune, très tôt. Le niveau du professionnalisme, justement, il est arrivé maintenant. Moi, quand je suis passé pro, j'ai appris plein de choses en passant pro. En fait, eux maintenant, juniors, ils connaissent déjà quasiment tout ce qu'on fait, quoi. Et que niveau entraînement, nutrition, sommeil, tout est déjà fait dans les catégories jeunes. Donc en fait, ils ont gagné 4-5 ans par rapport à nous, tu vois. Après, quand tu as eu l'habitude de gagner tout à 17, de 15 ans jusqu'à 21 ans, est-ce qu'à un moment donné, si tu te fais pas dépasser par quelqu'un d'autre ou au sein de ton équipe, ça pourra poser un gros problème, tu vois. Donc on verra. On parlait des grosses équipes, même des budgets, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on est en train de se diriger vers un modèle de super team façon un peu football, avec genre des équipes qui ont 4 leaders par équipe, des trucs comme ça? C'est le cas chez UAE déjà, ils ont que des leaders. Faut être réaliste, ils ont que les meilleurs dans tous les domaines et quasiment que des leaders qui sont là pour rouler pour Pogacar la plupart du temps, et pour le reste du temps, ils peuvent gagner des courses quand ils n'ont pas Pogacar. Mais c'est que des grands leaders autour de Pogacar. Et oui. Après, voilà, je pense que le but aussi est, tu vois, il y a quand même une lueur d'espoir quand tu vois l'équipe Decathlon qui double son budget. C'est qu'aussi, ils veulent tenir leur leader pour leurs équipes et essayer de travailler avec des très bons coureurs autour. Donc ouais, je pense que c'est aux équipes de se développer au maximum
pour pouvoir augmenter leur budget, garder leurs coureurs. Mais oui, on tend vers des super teams. T'en penses quoi, toi, de l'état du cyclisme français aujourd'hui ? Tu penses qu'on est un peu à la traîne ou à l'aube peut-être d'une nouvelle génération dorée ? Non, on n'est pas du tout à la traîne pour moi. Mais ça, je le dis sincèrement, je pense vraiment pas qu'on est à la traîne. Je pense qu'on est à un gros changement de modèle là, à l'heure actuelle dans le vélo. Et le cyclisme français paie justement tous ces charges. Ils essaient un peu de se renouveler parce que tu prends trop de retard avec le budget des grosses équipes. Et ils ont avancé beaucoup trop vite comparé à nous parce que nous, on est bloqués. Mais on tend vers un nouveau modèle et que ça met un peu plus de temps à se former que dans d'autres équipes. Et que moi, je pense que le cyclisme français en tant que tel, après, avec les athlètes, je pense que là, tu vois, 2 coureurs dans le top 10 du Tour, beaucoup de top 5. Oui, il y a eu une victoire d'étape, mais au niveau international, on est souvent très présent. Après, voilà, il te manque sûrement le grand champion qui va te gagner beaucoup de courses, mais il arrivera, je pense. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que la Belgique, juste au-dessus de nous, réussit à peut-être générer un peu plus de ces champions ? Tu vois, ils ont 2-3 super coureurs. En fait, je pense que nous, on a un niveau de coureur qui est plus homogène, plus performant que les leurs, mais eux, ils ont 2-3 gros leaders, que ce soit un Remco en montagne, ou après, ils ont 2-3 très grands sprinters, ou des coureurs comme Van Aert qui passent un peu partout. En fait, ils ont quasiment 2-3 très très gros coureurs qui gagnent tout et qui sont dans les meilleurs du monde dans leur spécialité, qui fait que tu vois la Belgique partout. Mais il nous manque le grand coureur, mais je pense que niveau homogène, et d'ailleurs quand tu regardes les grands championnats, les JO par exemple, les championnats du monde, les championnats d'Europe, le niveau d'homogénéité de la France est beaucoup plus élevé, on obtient de nos résultats grâce à ça. Donc faut pas dire qu'on a un trou générationnel. C'est l'année, depuis 5 ans, on est quasiment sur tous les podiums internationaux, sur les grands championnats. Donc ça prouve. Il y a Thomas Voeckler qui a forcément sa grande part là-dedans, mais ça prouve que le niveau des Français, il est présent et il est très fort. Est-ce que tu penses qu'il y en a marre de la pression du « il faut qu'un Français gagne le Tour » ? Ça, j'en sais rien. Mais La fameuse, pour l'instant, tant qu'il y a Pogacar et Vingegaard à l'heure actuelle, faut arrêter de penser aux Français qui gagneraient le Tour. À ce point, tu penses ? Oui, ça sert à rien. Il y a tellement un écart de niveau entre eux et les autres que ça sert strictement à rien. Après, voilà. Genre, tu penses que tu fais pas le même sport qu'eux ? Je fais le même sport, mais ils vont juste plus vite que moi. Ils vont plus vite que les autres, tout simplement. Donc après, qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre à part de continuer, essayer d'avoir une lueur d'espoir et continuer. Après, de là, le Tour de France, c'est tellement compliqué que pour l'instant, on n'a pas le coureur français qui gagne le Tour. Et j'espère que là, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de Paul Texas. J'espère pour lui qu'il va se développer, qu'il va encore progresser, qu'il va se rapprocher des Pogacar et Vingegaard et qu'il pourra un jour les battre. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on l'a pas. On vit une époque où certains coureurs sont de plus en plus complets, capables de gagner un monument, faire un général de grand tour, claquer un chrono. Là où peut-être à une autre époque, c'était des gens qui étaient plus spécialisés par catégorie. Là, on voit des mutants qui sont capables d'être très complets et de tout faire. Tu penses que le vélo a changé de dimension ? C'est quoi ton avis sur ça ? En fait, maintenant, les mecs sont tellement forts que ils sont complets, tu vois. Ils sont forts partout, quoi. Et t'as plus, à part les sprinters qui sont des purs sprinters, en fait, tu te rends compte que les mecs, ils peuvent tout faire, quoi. Après, ils ont plus aussi le blocage psychologique. À un moment donné, c'était tu fais moins de 70 kilos ou moins de 65 kilos, t'es un grimpeur. Alors que, t'étais directement assimilé à une case, tu vois. Genre, moi, quand je suis passé pro, c'était vas-y, t'es quoi comme case ? T'es puncher, t'es grimpeur, t'es sprinter. Je dis, mais arrêtez avec vos cases, ça veut strictement rien dire. T'es un coureur cycliste. Et bien sûr, t'as des spécificités et t'es peut-être plus performant dans un domaine. Sauf que eux, ils ont tiré cette notion de case. Ils ont dit, vas-y, moi, je prends le départ d'une course, je fais tout pour la gagner, qu'elle soit dure, facile. Je vais essayer de jouer sur mes points forts, attaquer, j'en sais rien, à 100 bandes de l'arrivée dans cette côte-là, parce que je sais que c'est là que je peux faire la différence. Ou jouer avec mon équipe, avec le vent, tu vois. Et ils ont totalement tout tiré ça, et qui fait que, en fait, les coureurs les plus forts, ça reste les mêmes. Est-ce que ça devient dangereux pour toi, pour la longévité des carrières, de devoir tout faire à fond ? Ouais, je pense, tu vois, on voit même Pogacar, entre son premier tour et celui-là, on sent qu'il a une fatigue. Il tirait la langue, là, dans ses déclarations dernières. Il a une lassitude, hein. Après, ouais, je pense que c'est fatigant aussi. Tu vois,
t'es là du début de l'année jusqu'à la fin, et puis lui, il a une pression tellement forte, il a pas le droit de faire autre chose que de gagner, tu vois. Tu fais deuxième, c'est une défaite. Et une fois que t'as gagné, bah, faut continuer à gagner. Et c'est ça le plus dur. Gagner une course, c'est facile, et gagner le Tour de France, peut-être que pour lui, c'est facile. Mais continuer à gagner le Tour, parce que si tu fais deuxième du Tour, c'est une grosse défaite pour toi. Donc ça, c'est ça le plus dur. Et mentalement, bah, la notion, elle est très très forte, et que je pense que oui, la carrière, elle va être plus courte pour ça. Mais après, s'il organise 100 étapes sur le Tour, il pourra prendre sa carrière tranquille, enfin sa fin de carrière tranquille, il sera content. Hein. Si je te dis, enfin, je te pose la question, il te reste quoi à accomplir dans ta carrière? Tu me répondrais quoi? Bah, plein de choses. Moi, j'ai envie de gagner pas mal de courses. Déjà, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que je n'ai pas gagné. Ouais, moi, j'aimerais bien gagner sur le Tour pour commencer. C'est une base. Et après, ouais, me faire plaisir, enchaîner les grosses perfs sur les courses World Tour, gagner un maximum de courses, tu vois, agrandir mon palmarès. Et puis, ouais, toujours prendre autant de plaisir sur les championnats et prendre du plaisir sur le vélo. Mais tu vois, j'aimerais bien ouais, gagner une classique là en fin de saison. Moi, voilà, je vois étape par étape, mais j'ai vraiment une optique, tu vois, le Québec, Montréal, Plouer, regagner, même pourquoi pas le René 8 Tours. Il n'y a pas de contre-la-montre qui est pas trop ma spécialité cette année. Voilà, essayer de jouer les podiums sur ces courses-là et pourquoi pas, et à partir de là, voilà, obtenir un maximum de victoires. Ça t'intéresserait peut-être un jour de faire la Vuelta? Quelqu'un le demandait dans le chat. Ouais, ça m'intéresserait. Après, faut trouver le bon compromis et puis bah, c'est aussi l'équipe qui prend la décision, tu vois. Est-ce que ça va dépendre des blessures, ça dépend. Là, on a une équipe qui est une très grosse sélection pour la Vuelta. Il y a pas forcément, et il y a plein d'autres courses en face, et donc il faut faire des choix. Et moi, j'ai des courses qui me correspondent bien en face de la Vuelta, donc on essaye de me mettre là-bas. Après, pour changer de programme, un jour, je passerai la Vuelta, c'est une évidence. Un grand merci à toi, Merci, Valentin. Zach. Ça fait extrêmement plaisir. On a pu discuter de plein de sujets, Grave. revenir sur ta carrière, de sujets d'actu. C'était la première fois que tu te prêtais dans un exercice un peu comme ça. Ouais, c'est la première fois, mais j'aime bien, c'est vraiment sympa. Franchement, c'était assez incroyable et j'espère dans le chat que vous avez apprécié. C'était la première fois qu'on parlait de vélo dans l'émission et franchement, j'ai pris du plaisir à le faire et j'espère le refaire et recevoir d'autres cyclistes à l'avenir. J'espère que ça vous a fait kiffer dans le chat. Regarde, je te laisse regarder le chat un petit peu. Ah, il y a plein de messages. Et oui, il y a plein de messages. Tu vois, ils sont toujours là et tout. Que l'émission ait lieu à midi, milieu de l'année ou autre, peu importe. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de votre fidélité. Un grand merci à tous ceux qui ont permis que l'émission se passe. Un grand merci à Charlie, évidemment, qui m'a proposé et à Valentin qui a accepté de venir juste après le Tour de France. Si vous avez envie de voir d'autres cyclistes, n'hésitez pas à me donner des noms, voire même des fois des contacts. Hein, c'est bête, mais des fois, Zach en Roue, ça se passe comme ça. Il reste une émission avant la fin de la saison. J'ai hâte de pouvoir vous l'annoncer, les amis. Et je vous remercie de votre fidélité. Pour ceux qui sont arrivés à la fin, comme d'habitude, l'émission sera en replay dès demain midi sur la chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao, finissez bien.